Bonsoir à tous et à toutes. On va laisser quelques minutes à tout le monde pour se connecter. Donc, on sera avec vous dans quelques minutes. Merci de votre patience. Bonsoir, la séance va commencer dans quelques minutes. On laisse simplement le temps à tous et à toutes de se connecter. Donc, on sera avec vous dans quelques minutes. Bonsoir à tous et à toutes. Mon nom est Vincent Fournier-Gosselin. Je serai votre animateur pour cette soirée d'information sur les liens cyclables sur la rue Legendre et sur l'avenue de l'Esplanade. Donc, nous sommes en formule de séance d'information ce soir. Donc, c'est normal pour le moment. Votre micro est désactivé par défaut. Inquiétez-vous pas, vous pourrez, lors de la période de questions et de commentaires, ouvrir votre micro pour poser vos questions. Il y aura également un outil là, à même la plateforme Zoom pour poser vos questions en cours de soirée. Donc, je vous expliquerai là, au moment venu comment va fonctionner cet outil. Donc, la raison pour laquelle on est ici ce soir, donc, c'est pour vous partager des informations sur les liens cyclables donc, qui s'en viennent sur la rue Legendre et sur l'avenue de l'Esplanade. La manière dont on va fonctionner, je vous présente là, rapidement le déroulement de la soirée. Donc, présentation et mots des élus qui sont présents avec nous ce soir. On aura un petit sondage brise-glace pour apprendre à vous connaître, à savoir qui est dans la salle avec nous aujourd'hui. Il y aura ensuite une présentation technique du projet par les experts de l'arrondissement. Puis, finalement, une période de questions et de commentaires. On va se réserver un bon moment pour prendre vos questions, vos commentaires et pouvoir y répondre. Donc, les objectifs qu'on poursuit avec la séance d'information ce soir, c'est évidemment de vous présenter le projet d'implantation de voies cyclables sur le Gendre et sur de l'Esplanade. C'est de répondre également aux questions des citoyens et des citoyennes, puis c'est de vous informer sur la planification en cours et sur les étapes à venir. Donc, voilà pour les objectifs. Évidemment, et je le rappellerai tantôt, l'objectif de cette soirée, c'est de vous partager de l'information. Puis on va inviter l'ensemble des participants et des participantes à avoir des discussions dans le respect, dans la cordialité. Et donc, je pourrais vous expliquer le déroulement un peu plus tard ce soir. Donc, voilà pour ça. Je vais maintenant céder la parole à Mme Émilie Tullier, qui est mairesse, pour vous dire quelques mots. Voilà. Bonsoir tout le monde, merci beaucoup Vincent. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir pour cette soirée d'information. Donc, écoutez, quand on regarde la carte de l'arrondissement, la carte des pistes cyclables de l'arrondissement, il y a un grand trou. Et c'est dans le quartier Saint-Simon et dans le district central. Donc, c'est vraiment notre volonté, vous le savez, c'est une volonté qui est affirmée de la part de la Ville de Montréal depuis de très nombreuses années d'ailleurs, d'avoir des pistes cyclables dans les quartiers résidentiels, dans les secteurs d'emploi aussi,
pour favoriser l'accès et le déplacement des gens par tous les moyens de transport. Et vraiment, ça fait plusieurs années qu'on travaille sur la desserte en piste cyclable sécuritaire 4 saisons de ce secteur, qui est donc le quartier Saint-Simon et le district central. Le district central, vous savez, c'est le pôle d'emploi de l'arrondissement. Il y a plus de 25 000 personnes qui viennent travailler ici chaque jour. Donc, il y a vraiment beaucoup de mouvements et c'est important d'avoir une desserte de tous les moyens de transport. Donc, je suis vraiment très, très heureuse aujourd'hui de vous présenter le travail qui a été fait par l'arrondissement en collaboration avec plusieurs acteurs. Et nous sommes ici effectivement pour vous présenter une proposition et pour entendre vos commentaires et vos questions. Donc, on va passer une très belle soirée ensemble et je passe également la parole à ma collègue Julie Roy, qui est la conseillère du district de Saint-Sulpice. Bonne soirée tout le monde. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être ici pour cette séance d'information autour des futures pistes cyclables de Saint-Simon et de Youville. Donc, on vous accueille à cette séance d'information avec enthousiasme et ouverture. Enthousiasme parce que je suis convaincue que ces aménagements seront positifs pour tout le quartier et qui vont permettre davantage de sécurité et d'équité. Et ouverture parce que comme élue de Saint-Sulpice, je travaille pour tous les résidents et cette séance va servir à écouter vos préoccupations. Youville et Saint-Simon, vous le savez, c'est deux quartiers voisins qui ne se parlent pas beaucoup et pour ces deux quartiers, ces liens vont tout changer. La piste sur le Gendre va devenir un vrai trait d'union entre les deux quartiers, un trait d'union entre le parc Saint-Simon et le parc André-Julien, un trait d'union vers les commerces locaux, un trait d'union vers les stations de métro et vers le rêve. Et c'est l'aboutissement d'un long travail de planification et de consultation qui remonte à 2018, il y a plus de 5 ans, avant mon arrivée. Et on est très heureux de pouvoir enfin le concrétiser. Donc, merci aux équipes qui ont travaillé fort sur ces projets. Dans l'arrondissement, tout d'abord, donc les équipes de la division mobilité, les équipes des communications qui ont organisé les consultations depuis 2018 et la séance d'information de ce soir. Et merci aussi au service urbanisme et mobilité de la ville-centre qui nous a soutenus avec son expertise et puis qui a développé le plan vélo 23-27. Donc, merci à vous d'être là ce soir et je redonne la parole à l'animateur. Excellent. Merci beaucoup. Donc, je vais revenir avec le partage d'écran et d'abord et avant tout, on aimerait vous connaître. Donc, on a quelques questions pour vous. Donc, je vous invite, là, vous allez les voir apparaître devant, sur votre écran, sur votre iPad, sur votre téléphone. D'abord, dans un premier temps, pour quelles raisons fréquentez-vous le secteur? Est-ce que c'est parce que vous y habitez, parce que vous y travaillez? Pour vous y déplacer généralement ou parce que vous y pratiquez des activités de loisirs. Je vais laisser le temps à tous et à toutes d'y répondre. Vous allez également, vous voyez là, apparaître à l'écran deux autres questions. Je vais vous les présenter là, également. La deuxième question, depuis combien de temps fréquentez-vous le secteur? Donc, depuis moins d'1 an, entre un an et 5 ans, entre 5 ans et 10 ans. Et depuis plus de 10 ans, je vois qu'il y a déjà là, une quarantaine de personnes qui ont répondu. Puis finalement, la troisième question qu'on vous demande, là, quel moyen de transport utilisez-vous? C'est une question à choix multiple, donc vous pouvez choisir plusieurs options pour cette question. Donc, je vais vous laisser encore quelques secondes pour y participer. Là, il y a près de 80% des gens qui ont déjà répondu. Puis, je vais évidemment vous présenter les résultats. On pourra les regarder ensemble. Moi, j'arrive pas à répondre. Je sais pas pourquoi. Je clique, mais ça marche pas. Parce que tantôt, dans mon compte, je voyais Gabrielle Charbonneau, mais moi, je suis pas Gabrielle. Oui. J'ai changé mon nom. Excellent. C'est un petit bug technique. Ça ne sera pas bien long. Vous allez pouvoir répondre au sondage. Donnez-moi juste un instant. D'accord, merci. Excellent. Désolé pour ce petit pépin. Donc, je vous présente à l'écran les résultats. Donc, on voit que 43% des répondants habitent le secteur, 30% y travaillent, près de 30% aussi s'y déplacent. Au niveau ensuite depuis combien de temps en fait, les gens fréquentent le secteur? On voit 60%
plus de 60 en fait des gens qui fréquentent le secteur depuis plus de 10 ans. Ensuite, c'est assez bien réparti, là, donc depuis moins d'1 an, entre 1 et 5 ans et entre 6 et 10 ans. Puis finalement, au niveau des moyens de transport, la voiture qui est utilisée par 73 des répondants. Ensuite, transport en commun, vélo et marche là, qui sont utilisés entre 40 et 50 des répondants. Donc, excellent. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Sans plus tarder, je sais que vous voulez surtout avoir un partage d'informations et mieux comprendre le projet. Donc, je passe la parole à Alex Papillian, qui est de l'arrondissement, qui pourra vous expliquer le projet. Oui, merci Vincent. Je vais partager mon écran. OK. Est-ce que c'est correct? Tout le monde voit? Oui. Oui. Bonjour à tous, Alex Papelian, ingénieur PRT en circulation à l'arrondissement d'Annecy-Cartierville dans la division de la mobilité et des déplacements. Je suis accompagné aujourd'hui de M. Gilles Côté, directeur du développement du territoire, et M. Dominique Paquin, directeur des travaux publics. Donc, on va s'attarder maintenant à la présentation un peu plus technique du projet. Donc, des liens cyclables qui sont prévus sur la rue Legendre entre la rue La Jeunesse et l'avenue de l'Esplanade, mais aussi sur l'avenue de l'Esplanade entre la rue Legendre et la rue de Louvain. C'est dans le secteur du district central, ça concerne aussi le quartier Saint-Simon, les quartiers Saint-Simon puis Youville. On passe à la diapo d'après. On va développer un peu cette présentation technique autour d'un contexte du secteur, puis les objectifs qui nous ont menés à un tel projet. Puis, on va développer ensuite les aménagements cyclables qui sont à venir sur la rue Legendre et sur l'avenue de l'Esplanade pour terminer avec les impacts. Donc, pour faire un petit contexte du secteur, le quartier Saint-Simon, c'est un quartier résidentiel qui est densément peuplé. On peut compter plusieurs parcs, plusieurs écoles, notamment le parc Henri-Julien qui est plus à l'est, puis le parc Saint-Simon. Mais c'est aussi un quartier industriel au nord de Legendre, vers la rue Chabanel, où il y a multiples activités industrielles et commerciales. Comme disait Mme Tullier, il y a environ 25 000 travailleurs qui viennent travailler chaque jour. C'est la 4e zone d'emploi de Montréal. Donc, c'est aussi, avec tout cela, toutes les activités qui s'y passent, c'est un secteur qui est enclavé par des axes de circulation importants, notamment la métropolitaine ou le boulevard Crémazie, mais aussi le boulevard Saint-Laurent. D'autres barrières à ce secteur, c'est les installations de la STM, notamment l'atelier Youville, puis le centre technique Legendre de la STM, mais aussi les chemins de fer du Canadien Pacifique et du Canadien National. Et enfin, on retrouve aussi le marché central à l'ouest du secteur du district central et de Saint-Simon. Tout cela amène à beaucoup de circulation de transit du fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'accès, mais aussi avec les grands axes de circulation importants comme le Saint-Laurent ou Crémazie, et aussi parce que c'est un secteur d'activité très forte. Donc, on a notamment des camions. Donc, pour faire un petit portrait du secteur en termes d'offres en transport en commun, donc on a fait un petit zoom d'une carte de la STM. Donc, en orange, là, que je montre avec mon pointeur, pour vous repérer, c'est la ligne orange de métro de la STM, donc qui suit généralement la rue Saint-Denis ou la rue Berry. Le secteur du district central puis de Saint-Simon est desservi par la ligne d'autobus 146 qui passe sur Legendre puis sur la rue Meilleur, mais aussi par l'autobus 54 qui longe la rue Chabanel puis qui prend Saint-Laurent jusqu'à la station Crémazie. Et aussi en axe nord-sud, on a la ligne 55 de bus qui traverse le boulevard Saint-Laurent toute l'île de Montréal. À cela s'ajoutent les gares de train, donc la gare Chabanel qui propose des lignes de train qui relient la rive nord et la rive sud de l'île de Montréal, et la gare Annecy qui permet de relier l'île de Montréal d'est en ouest. Si je passe après, donc avec le portrait du réseau cyclable maintenant actuel dans le secteur, on n'a pas mis tout l'arrondissement parce que ce serait trop gros et puis on veut se concentrer sur ce secteur aujourd'hui. Donc, juste pour vous repérer, ici, c'est la rue Chabanel, le boulevard Saint-Laurent, et en vert ici, le parc Henri-Julien et le parc Saint-Simon. Donc, on voit que les deux lignes vertes ici, c'est le réseau Express Vélo qui a été implanté en 2020, donc un axe cyclable nord-sud très important de la ville de Montréal, qui permet notamment de relier le centre-ville. Puis, on voit ici le district central, puis le secteur Saint-Simon. On voit qu'il y a une absence d'aménagement cyclable dans ce secteur. Donc, c'est ça qu'on va travailler aujourd'hui.
Les objectifs qui nous ont guidés, le pourquoi nous avons souhaité développer le réseau cyclable dans ce secteur, c'est notamment d'offrir aux résidents et résidentes, mais aussi aux travailleurs et travailleuses du secteur, un moyen de transport sécuritaire supplémentaire. Donc, de proposer des alternatives de déplacement. C'est aussi pour répondre aux engagements de la ville en ce qui est en matière de mobilité durable. Donc, il y a plusieurs documents qui nous guident à la ville de Montréal pour ces questions de mobilité durable, notamment le plan vélo de la ville de Montréal, que je vais vous montrer juste après, qui est notre feuille de route pour le développement du réseau cyclable. Mais aussi, il y a le plan local de déplacement qui a été adopté en 2019, dont l'objectif, c'est d'inciter et de sensibiliser la population à utiliser les modes de déplacement durables. Enfin, il y a le plan climat aussi de la ville de Montréal qui vise à atteindre la carboneutralité de Montréal d'ici quelques années, notamment en accélérant l'adoption des modes de transport plus durables. Donc, ça compte le transport en commun, la marche ou le vélo. Dans ce secteur, un objectif très important aussi, c'est d'apaiser la circulation et d'améliorer le cadre de vie de la population du secteur. Donc, notamment avec le programme Vision Zéro de la ville de Montréal qui vise 0 décès ou blessés graves sur les routes d'ici 2040. Donc, c'est ça qui guide aussi nos choix. Et enfin, et ça c'est très important, c'est de répondre à la demande en lien cyclable dans le secteur. Comme je vous présentais tout à l'heure, le plan vélo 2019 de la ville de Montréal qui est ici zoomé sur l'arrondissement. Donc on voit tout l'arrondissement ici. Ici, c'est le district central avec le quartier Saint-Simon puis Youville. Ce plan vélo, comme je vous disais, c'est la feuille de route du déploiement du réseau cyclable. Donc en vert, c'est tout ce qui avait été existant au moment de son élaboration, donc en 2019. Donc aujourd'hui, il y a eu quelques ajouts, notamment sur la rue Soriol. On voit qu'elle est en orange, mais aujourd'hui, elle serait verte. Mais aussi sur la rue Prieur ou encore la rue Saint-Firmin. Donc, on voit dans le district central qu'il y a beaucoup de liens projetés, mais encore peu réalisés. Donc maintenant, on va se concentrer sur les aménagements cyclables qui sont à venir. Donc, comme je vous l'ai dit, sur la rue Legendre, entre la rue La Jeunesse ici, puis la rue de l'Esplanade, et sur l'avenue de l'Esplanade, entre la rue Legendre, puis la rue de Louvain. Pour commencer avec la rue Legendre, ça va permettre de connecter le secteur au réseau Express Vélo, qui est un axe très important. Donc, si on regarde la configuration actuelle de la rue Legendre, entre la rue La Jeunesse et l'avenue de l'Esplanade, on a cette répartition. Donc, la rue Legendre affiche une limite de vitesse de 30 km/h, donc avec 2 voies de circulation, 2 voies de stationnement. On obtient un partage actuel de la route, comme vous pouvez voir sur le diagramme en pointe de tarte ici. 21% réservé aux piétons et même à peu près 80% pour l'usage de l'auto, donc circulation plus stationnement. Donc voici la configuration projetée de la rue, donc avec l'aménagement du lien cyclable. On voit que la rue Legendre, entre la Jeunesse puis Esplanade, il y aura un double sens véhiculaire, puis des pistes cyclables unidirectionnelles de chaque côté de la rue. Donc, avec des bollards sur les zones tampons pour protéger les cyclistes de la circulation des véhicules. Les bollards seront retirés en hiver pour assurer l'entretien de la chaussée. Donc, on obtient ensuite un partage projeté de la route comme ceci, donc 21% toujours pour les piétons, 33% pour les vélos, puis 46% pour la circulation véhiculaire. Les choix qui nous ont amenés à cette configuration sur la rue Legendre, donc toujours entre la Jeunesse et l'Esplanade, ça nous a été guidé par la volonté de maintenir le double sens véhiculaire, notamment pour conserver la desserte actuelle sur la rue Legendre en transport en commun, notamment par la ligne de bus 146 de la STM, de vouloir conserver l'accès au centre de transport STM Legendre qui est plus à l'est sur Legendre après le boulevard Saint-Laurent, pour que les autobus puissent se rendre dans les 2 sens de circulation dans ce centre de transport. L'autre point, c'était de ne pas augmenter le trafic sur la rue de Beauharnois et sur les rues transversales. La rue de Beauharnois, c'est une rue où il y a des écoles, où il y a des dodanes et où le trafic de transit n'a pas été voulu de transférer là-dessus. C'est tous ces choix-là qui nous ont menés à garder le double sens véhiculaire sur la rue Legendre. Donc, avec ce double sens véhiculaire conservé, on ne pouvait pas se permettre de mettre une piste cyclable bidirectionnelle pour des enjeux de sécurité aux intersections. Dès qu'il y a un double sens véhiculaire
et une piste cyclable bidirectionnelle d'un côté, ça fait beaucoup trop d'endroits à regarder pour tous les usagers et ça crée des conflits au niveau des intersections. Ensuite, la chaussée sur la rue Legendre, elle n'est pas assez large pour conserver le stationnement, même dans le cas de mise en place d'une piste cyclable bidirectionnelle avec une conservation du double sens. Donc maintenant, si on regarde les aménagements cyclables sur l'avenue de l'Esplanade, donc entre la rue Legendre puis la rue Chabanel-Ouest, donc on l'a scindé en deux parties différentes puisque c'est deux configurations différentes. Le premier tronçon, l'avenue de l'Esplanade, entre la rue Legendre et la rue Chabanel-Ouest, c'est un secteur résidentiel, donc avec une rue à sens unique, une limite de vitesse affichée de 30 km/h, avec la répartition comme suit. Si on regarde la configuration projetée de la rue avec l'aménagement du lien cyclable, on voit la mise en place d'une piste cyclable bidirectionnelle d'un côté de la rue, avec un partage projeté de la chaussée comme ceci. Donc 23% réservé pour les piétons, 34% pour les vélos, 27% pour la circulation véhiculaire et 16% sur le stationnement. La piste cyclable a été mise sur le côté ouest sur l'image que vous voyez, mais ça peut être du côté est comme du côté ouest. On attend encore les résultats de l'étude du feu de circulation de Chabanel-Esplanade. Donc, du côté nord de la rue Chabanel, donc l'avenue de l'Esplanade, c'est tout un autre secteur. Donc, c'est un secteur qui est plus industriel, donc avec la circulation de camions, où la vitesse affichée est de 40 km/h et où les voies de circulation sont beaucoup plus larges, comme vous pouvez le voir ici. Donc, on a un partage de la route qui est comme ceci, avec 14% pour les piétons et le reste pour la circulation des véhicules ou le stationnement. Donc, avec la configuration projetée sur l'avenue de l'Esplanade entre la Chabanel et Louvain, on obtient cette coupe de rue-là, donc avec deux pistes cyclables unidirectionnelles de chaque côté de la rue, du stationnement, puis des voies de circulation. Donc, le partage projeté de la route, maintenant, après implantation de des pistes cyclables, ce sera 14% pour les piétons toujours, 30% pour les vélos, 20% pour le stationnement et 36% pour la circulation véhiculaire. Les impacts maintenant que tous ces aménagements vont amener dans le secteur, dans le quartier, c'est un désenclavement, notamment en connectant le réseau cyclable au district central, au quartier Saint-Simon et Youville. Il n'y aura pas d'impact sur le réseau routier, il n'y aura pas d'impact sur le réseau d'autobus actuel, et ça va amener un apaisement de la circulation. Donc, on va augmenter le sentiment de sécurité et même la sécurité dans le secteur. Par contre, ce qui va arriver, ce sera la perte de stationnement, donc on va développer les impacts juste après. Donc, si on revient sur le stationnement, comme je l'ai dit, ici, on voit une carte du secteur district central. Ici, la rue Chabanel est au milieu, en deux. Le quartier Saint-Simon au sud. On a une étude de stationnement qui a été faite il y a quelques années pour nous recenser le stationnement dans le secteur. Donc, ce qui va venir être retiré, c'est ce qui est en orange sur votre écran ici, avec les numéros qui correspondent aux cases de stationnement retirées, qui représentent en total de 101 cases de stationnement sur les 1789 que représente le secteur, soit en pourcentage 6%. On va voir maintenant la situation à l'est du boulevard Saint-Laurent, qui est un tout autre secteur, puisqu'il y a beaucoup moins d'habitations. Le recensement actuel du stationnement est celui-ci. À gauche, ici, c'est le boulevard Saint-Laurent. Vous voyez la rue Legendre qui traverse ici jusqu'à la rue La Jeunesse. Donc, tout ce qui est en orange, c'est le stationnement qu'il y a actuellement permis et qui sera retiré. Donc, ça représente 78 cases de stationnement sur rue. Tout ce que je vous ai présenté dans ces deux diapositives, c'était le stationnement présent sur rue. Les prochaines étapes pour l'implantation de ces liens cyclables, donc ce serait des travaux à l'automne 2023, qui seront des modifications au feu de circulation, mais aussi des changements à la signalisation et des travaux de marquage sur la chaussée. Il y a quelques endroits sur la rue Legendre où la chaussée est en état assez moyen pour assurer le passage sécuritaire des cyclistes. Donc, il va y avoir des réparations à faire de ce côté-là pour assurer la sécurité de tout le monde.
On va aussi s'assurer de coordonner tous les travaux aux alentours avec l'implantation de ces liens cyclables. Ça va demander de la coordination pour assurer le moins d'impact possible. Voilà, je redonne la parole à Vincent pour la suite. Merci à tous. Excellent. Merci beaucoup, Alex, pour la présentation. Donc, on est rendu à la période de questions et de réponses. Questions-commentaires, en fait, puis on pourra répondre donc à vos questions. Deux façons pour vous de poser vos questions. Vous pouvez lever la main. Je vois qu'il y a déjà quelques personnes qui l'ont fait. Vous pouvez également utiliser l'outil de questions et réponses qui se trouve dans le bas de votre écran, qui est indiqué là, par les lettres Q&A ou Q et R. Vous pouvez donc cliquer sur le bouton et vous pourrez nous poser vos questions. On a déjà reçu là, plusieurs questions, donc je vais m'assurer de les poser au fur et à mesure. Je vous invite à poser une seule question par tour de parole, de façon à ce que tout le monde puisse poser ses questions. Évidemment, si vous avez plus d'une question, vous pourrez toujours vous réinscrire sur l'ordre de parole là, sans problème. Puis je vous invite évidemment à dialoguer dans le respect. Donc, on a une première question de Jérôme Laviolette. Jérôme, je vais vous demander d'ouvrir votre micro, puis on vous écoute pour la question. Donc, par défaut, vous serez sur mute. Voilà, et on vous écoute. Oui, bonjour. Est-ce qu'on m'entend bien? On vous entend bien. Parfait. Donc, merci beaucoup pour la présentation. Je pense que c'est vraiment important dans le quartier de développer ce type d'infrastructure cyclable. Je vais garder mon commentaire bref, mais c'est vraiment important pour la sécurité de tous parce que sinon, j'ai l'impression que ça brime la liberté de ceux et celles qui veulent se déplacer à vélo de pouvoir le faire de façon sécuritaire. Donc, quand on met des infrastructures comme ça, bien, ça envoie un signal comme quoi les citoyens et citoyennes peuvent se déplacer là, comme bon leur semble. Moi, j'ai une question spécifique. En fait, je me demandais pourquoi est-ce que la piste n'avait pas été continuée dans ce premier plan jusqu'à la rue Meilleure, parce que moi, j'utilise ce chemin-là notamment pour accéder au marché central. Donc, je me demandais pourquoi est-ce que ça n'avait pas été continué là, jusqu'à Meilleure pour ensuite pouvoir rejoindre, par exemple, Chabanel et passer sous le viaduc à ce moment-là. Merci. Excellent. Merci beaucoup pour votre question. Donc, pour y répondre, je passe la parole donc à Julie. Oui, on vous écoute. Oui, bonjour, merci pour la question. L'objectif, au final, c'est évidemment de relier tous ces quartiers centraux vers le marché central, tant pour les utilisateurs, les consommateurs comme vous, que pour les 25 000 travailleurs qui y sont. Mais on ne sait pas encore ni les plans exacts par où on va passer, ni l'échéancier. Donc là, pour l'instant, c'est un premier lien vers le marché central, mais on est tout à fait conscient qu'il ne sécurise pas le trajet jusqu'au bout, mais on va y travailler dans les années à venir. Excellent. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais prendre, donc, on a une question de Catherine Pelletier. Madame Pelletier, je vous invite à ouvrir votre micro. Ça devrait arriver dans quelques instants. Voilà, on vous écoute. Oui, bonsoir. Moi, je suis une résidente en face du parc Henri-Julien. Je pense que dans les impacts négatifs, en tout cas, il y a de notre part une certaine omission dans le sens que, oui, évidemment qu'on enlève des stationnements, mais aussi toute l'accessibilité au parc là, qui va être compromise, je crois, du fait qu'il n'y a plus de place de stationnement. Sur la rue Saint-Denis, il y a des vignettes maintenant. Sur la rue Henri-Julien, on a coupé les places de stationnement avec la STM. Donc, c'est sûr que ça va toucher beaucoup les gens qui viennent, les familles qui viennent avec leur sac de baseball et faire un pique-nique. Évidemment, la qualité de vie des résidents aussi, parce que bon, moi, j'ai une entrée, là, je ne suis pas personnellement, mais ma locataire, qui est mère monoparentale, je la vois mal avec ses sacs stationnés, on ne sait pas trop où. Alors, je me demandais si le projet pouvait être considéré pour passer dans le parc, la piste cyclable, au lieu de passer directement sur la rue. Merci. Merci beaucoup pour votre question. Donc, à savoir là, si la piste cyclable pourrait plutôt utiliser le parc pour son trajet, je vais passer la parole à Alex ou à M. Gilles Côté, voilà, qui est de l'Aventura pour répondre à cette question. M. Côté, on vous écoute. Oui, bien, dans le plan du réseau cyclable qu'on vous a montré, projeté là, je pense que c'était autour de 2019 qu'Alex vous a montré, il y a le lien aussi qui est étudié le long de la voie ferrée. Mais ça implique aussi de passer en partie au parc Henri-Julien, mais également il y a des terrains qui appartiennent au gouvernement du Québec et il y a des terrains de la STM
pour rejoindre dans l'axe de Louvain. Mais c'est un projet qui est étudié et qui est discuté avec les différents partenaires. Mais pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qu'on peut aller à court terme. Excellent, merci beaucoup. On a une question qui, je pense, s'adressera aussi à vous, M. Côté, qui nous est arrivée par écrit. Avez-vous tenu compte de l'impact de l'économie de notre quartier lorsque vous avez réfléchi ces pistes cyclables? Bonne question. En fait, on veut développer, je pense, c'est ce qui a été dit dans le PLD, là, ce qui a été rencontré avec les citoyens quand on a développé notre plan local de déplacement. Et c'était de développer le transport actif. En transport actif, on parle de transport en commun, de vélo, de piétons également. Ce qui était de demander aussi, il y avait des gens d'affaires aussi qui le demandaient pour leurs travailleurs de venir, entre autres, en vélo, parce qu'on le voyait dans la situation actuelle du réseau cyclable, on ne venait pas dans le secteur-là. Donc, ça répond à cette demande-là de venir en transport actif. Oui, Julie? Excellent. Donc, oui, Julie qui souhaite compléter, allez-y. Oui, merci, Monsieur Côté. Je vais compléter parce qu'on a un exemple très parlant mis en place depuis 2019 qui est le long du REF Saint-Denis. Et c'est une artère commerciale qui va extrêmement bien. Il y a eu un article dans la presse la semaine dernière là-dessus avec les commerces qui étaient parfois opposés initialement et puis qui ont tous vu une augmentation de leur chiffre d'affaires. Et il y a également une baisse du nombre de locaux vacants sur cette rue-là, ce qui n'est pas le cas dans les rues commerciales avoisinantes. Donc, en ce qui concerne la rue Saint-Denis, la piste cyclable est vraiment un succès pour les commerces et pour l'apaisement de la circulation. Ça a baissé la vitesse de 8 km en moyenne et ça a réduit le débit des autos, mais ça a permis d'augmenter le nombre de consommateurs qui arrivent en vélo. Excellent, merci beaucoup. On a maintenant une question de José Bélanger. Donc, je vous invite à ouvrir votre micro et voilà, on vous écoute. Il est ouvert. Bonjour, je suis directrice au CPE La Petite Station, qui se trouve à être Legendre et Saint-Laurent. J'ai environ 60 parents, je te dirais, 3 parents qui viennent en vélo, les 60 autres en véhicule. J'ai une question parce que mes parents viennent en véhicule et ils reculent. Donc, il y a 60 parents qui viennent le matin et 60 parents qui viennent le soir. Donc, je me pose des questions sur la sécurité au niveau de votre piste cyclable. Excellent. Merci pour la question au niveau donc, de la sécurité, Mme Chilou. Oui, ben c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, dans l'optique de vision zéro, puis dans l'optique d'avoir une sécurité pour tous. C'est vraiment la volonté de la Ville de Montréal, puis je vous dirais de l'ensemble des villes de plus en plus, d'avoir une sécurité qu'on regarde globalement, la sécurité des piétons, la sécurité des automobilistes, la sécurité des cyclistes aussi. Et c'est vraiment important que tous les usagers de la route puissent être en sécurité. Et je vous dirais que les automobilistes sont aussi plus en sécurité quand les vélos ont un endroit spécifique où rouler et non un peu partout dans la circulation. Donc là, ce qu'on vient venir créer sur Legendre, c'est vraiment un espace dédié et sécuritaire pour chacun des usagers de la route, les piétons, les cyclistes et les automobilistes et les autobus aussi qui sont dans la voie de roulement. Puis après, effectivement, il faut absolument que tout le monde suive bien le code de la route. Et on a été en contact, moi pas personnellement, mais je sais que Mme Roy et d'autres personnes en contact avec vous. C'est vraiment l'objectif aussi ce soir de voir quels sont les endroits où on doit avoir une vision beaucoup plus micro, aller voir sur place, rencontrer les gens pour voir comment vont se faire les entrées et les sorties. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a déjà une entrée et une sortie à cet endroit-là parce que c'est l'entrée et sortie aussi du stationnement de la STM. Donc, vraiment, c'est notre objectif d'assurer la sécurité pour tout le monde sur tout le trajet. Et soyez assurés qu'on va travailler avec vous pour cela. Je vous invite à venir voir une matinée et une fin de journée pour voir comment mes parents réussissent à sortir du CPE. Oui, ben, je vous dirais que c'est l'enjeu qu'on a autour des écoles aussi et que c'est souvent les parents qui viennent reconduire les gens aux écoles qui créent beaucoup d'enjeux. Et c'est un défi, mais c'est un défi que nous souhaitons relever avec vous. Et c'est vraiment une responsabilité aussi des parents de suivre le code de la route et de respecter tous les usagers de la route. Et je suis convaincue, parce que c'est ça qui est arrivé aussi à d'autres endroits où on a fait des pistes cyclables,
que maintenant qu'il y a des trajets sécuritaires, il y a très probablement plus de personnes qui pourront venir à vélo à votre garderie, ce qui n'était pas possible peut-être pour eux avant, étant donné leur insécurité ressentie. Excellent. Merci beaucoup. On a plusieurs mains levées, plusieurs questions par écrit aussi. Donc, on va passer tout de suite à Louis-Philippe Coder. On vous écoute. Je vous invite à ouvrir votre micro. Voilà, on vous écoute. Oui, est-ce qu'on m'entend bien? Oui, parfait. Bonjour, Mme Roy. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment excité par cette piste cyclable parce que j'ai un ami qui habite dans Saint-Simon et à chaque fois que j'y allais en vélo, c'était un peu plus difficile pour moi d'y aller puisque les rues, j'avais beaucoup d'insécurité par rapport aux voitures qui passaient là. Avec les pistes cyclables, ça va bien aller. J'aime ça. Par contre, j'avais une petite question au niveau du design, peut-être de l'esplanade là, qui change un peu. C'est une bidirectionnelle qui devient 2 unidirectionnelles de l'autre côté de, je pense, Chabanel. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle ça n'a pas continué en bidirectionnel de l'autre côté? J'aurais juste peut-être besoin de petites clarifications à ce niveau-là. Excellent. Merci pour votre question. Donc, pourquoi la piste cyclable bidirectionnelle devient unidirectionnelle? Je vais laisser Alex répondre à la question. Oui, merci Vincent. Merci pour votre question. En fait, quand on regarde l'avenue de l'Esplanade, c'est 2 secteurs complètement différents. Ce qui est au nord de Chabanel, c'est un secteur industriel où on voit c'est en double sens véhiculaire, alors qu'au sud de Chabanel, c'est résidentiel et la rue est beaucoup plus étroite. On note d'ailleurs que si vous regardez sur un plan vu de haut, les 2 sections de rue sont désaxées. C'est pour ça qu'il y a 2 aménagements différents qui ont été faits. Au nord, des pistes unidirectionnelles dans ce contexte de double sens véhiculaire pour éviter, comme on disait tout à l'heure, aux intersections des croisements dangereux. Et au sud, pour rapatrier tout d'un même côté et éviter de prendre trop d'espace. Au nord de Chabanel, on a beaucoup plus d'espace, donc on est libre de faire un peu plus large. Donc, on a de la chance aussi qu'il y ait un feu de circulation qui régit ces 2 formes de rues différentes. Donc, la transition va se faire au niveau de la rue Chabanel où les cyclistes vont être redirigés. Ça, c'est encore en étude, mais on va voir ce qui va être possible de faire avec le feu de circulation pour assurer les mouvements sécuritaires des cyclistes, des autos et des piétons. Excellent. Merci beaucoup. On a reçu une question à savoir pourquoi organiser une rencontre en virtuel plutôt qu'en présentiel. Les rencontres virtuelles permettent à plusieurs personnes de participer malgré des fois les contraintes d'horaire, de ne pas avoir à se déplacer. Donc, on a remarqué là, à travers, dans les derniers mois, dans les dernières années, que les rencontres d'information virtuelles permettaient à un plus grand nombre de personnes d'y participer. Et c'est donc la raison pour laquelle c'est une rencontre virtuelle ce soir. Cela dit, elle s'inscrit dans un processus qui est beaucoup plus large. Puis je crois, Mme Roy, que vous souhaitez compléter. Oui, merci Vincent. Je vais compléter en disant qu'effectivement, c'est en virtuel ce soir pour permettre au maximum de personnes d'assister. Puis vous êtes presque 80 en ligne ce soir, donc il y a du monde. Mais évidemment, ça n'empêche pas d'autres rencontres en personne. Il y a aussi des avis papier qui ont été distribués. D'autres le seront aussi avant le début des travaux. Et puis, on sera toujours ouvert à des rencontres citoyennes sur le terrain ou dans les bureaux d'arrondissement. Excellent. Merci beaucoup. On a donc une question de Richard Williams. Donc, je vous invite à ouvrir votre micro et à nous poser votre question. Voilà, on vous écoute. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour la présentation. C'est un excellent départ, mais la présentation soulève beaucoup de questions. Puis je sais que j'ai peut-être le droit à une question, mais je vais essayer de les garder brèves. La première, on parle d'avoir des bollards. Je croyais que c'était des pistes cyclables qui étaient sécurisées avec du ciment. Puis là, à ma grande surprise, c'est des bollards. Et vous savez, les bollards, on les enlève l'hiver et souvent la piste disparaît. Elle disparaît sous la neige et finalement, ça devient un lieu de stationnement. Donc, ça, c'est ma première question. L'autre question qui revient, c'est justement, comme Geneviève disait plus tôt, c'est l'isolement du parc Henri-Julien. Comme vous le savez si bien, dans le monde du vélo et avec les voitures, le fameux 2 minutes. Le fameux 2 minutes où quelqu'un arrête sur la piste cyclable pour aller chercher un café, pour aller voir quelqu'un dans le parc, pour attendre sa grand-mère dans la voiture, pour aller chercher son garçon. S'il n'y a pas d'endroit pour permettre à ces gens-là d'arrêter, de sortir le stock de baseball, d'aller chercher
leur grand-mère ou même encore vider la voiture du Costco. Ces gens-là vont juste monopoliser la piste cyclable qui va rendre encore plus la circulation dangereuse. Excellent. Dernière question. Oui, allez-y rapidement pour Oui, votre... c'est la dernière, c'est la plus importante. J'ai écouté la présentation, puis la STM était considérée. Les gens sur Beauharnois ont été considérés. Les gens sur le genre n'ont pas été considérés dans cette évaluation ou dans cette, comment je pourrais dire, cette piste cyclable que je vais aimer naturellement, mais en même temps qui va probablement polluer la vie des gens parce que le trafic transitoire ne sera pas diminué avec l'ajout des pistes cyclables. Excellent. Merci, merci pour vos questions. Donc, question à 3 temps. D'abord, est-ce que la piste sera sécurisée? Deuxième volet de question, est-ce qu'il y aura une zone d'attente ou débarcadère là, qui sera planifiée aux environs du parc? Peut-être pour ces questions-là, je passerai la parole à Alex. Pour revenir sur la sécurisation, c'est vrai que ça va être fait avec des bollards. C'est la seule chose pour l'instant qui nous permet d'assurer l'entretien à l'année. Donc, les bollards seront visuels, donc permettront de sécuriser visuellement les cyclistes en période estivale, donc qui s'étend quand même sur plusieurs mois. En hiver, ils vont être tirés sur la rue Legendre pour permettre aux équipes de déneigement de bien faire leur travail, puis assurer la praticité du lieu. En ce qui concerne les débarcadères, la rue Legendre est très peu large. Enfin, elle est large, mais finalement, avec tout ce qu'on veut y mettre, on n'a plus vraiment d'espace pour les débarcadères. Donc, ce sera sur les rues transversales, notamment la rue Saint-Denis, vers le parc Henri-Julien. Il y a un accès au parc aussi au niveau de l'avenue Chabanel. Donc, on ne peut pas tout rentrer. Cette piste cyclable qui va être quand même assez large va permettre de faire ralentir la circulation, puisque les voies de circulation ne seront plus de même taille. Excellent, merci pour ces précisions. Puis le troisième volet de la question concernait la considération en fait des résidents qui sont sur le gendre dans la réflexion qui a été menée pour cette piste cyclable. Donc, je ne sais pas, M. Côté, dans le processus qui a été mené par l'arrondissement, ce qu'on peut... Je pense qu'on parlait du trafic transitoire. En fait, non, on maintient les sens de circulation. Il n'y a rien qui bouge, entre autres parce qu'on veut maintenir le transport en commun qui est sur la rue Legendre. Pour les mesures d'apaisement, il y a d'autres choses, il y a d'autres mesures qu'on peut appliquer, entre autres, on a les dos d'armes, donc les saillies qu'on progresse aussi. Mais ils ne sont pas sur le Legendre. C'est un autre aspect. Excellent, merci beaucoup. On a maintenant une question. Merci pour vos questions. Monsieur Williams, on vous a laissé quand même en poser 3. Je vais vous inviter. Il y a encore beaucoup de gens qui ont des questions et donc je serai plus vigilant à garder vos interventions les plus courtes possibles. Donc, Niraj Patel qui a une question. Je vous invite à ouvrir votre micro. Voilà, on vous écoute. Où les visiteurs vont stationner? Est-ce que vous êtes contre les rassemblements sociaux? Qu'est-ce qu'on va faire? Excellent. Merci pour votre question concernant donc le stationnement pour les visiteurs, j'imagine, en termes de rassemblement. Madame Roy. Merci pour votre question. Vous l'avez noté dans la présentation, en fait, c'est vrai qu'il y a certains tronçons de la rue qui vont perdre le stationnement. Au total, c'est 6% du stationnement. Donc, en tout, il y a à peu près 1800 places dans le secteur et c'est 101 places qui vont être retirées. Donc, on comprend tout à fait pour que les résidents qui habitent sur ces secteurs, c'est un changement. Mais je voulais faire le lien avec le stationnement des travailleurs du district central. On sait que le soir et la fin de semaine, c'est plus facile de se stationner. Il y a des études qui ont mesuré le stationnement et on voit que c'est surtout en journée, en semaine, qu'il y a davantage de monde, en fait, du lundi au vendredi de 9h à 17h. Mais ces horaires-là sont compliqués pour les résidents, ils sont compliqués aussi pour les entreprises du district central. Donc, on collabore depuis plusieurs mois maintenant avec la SDC du district central pour mutualiser le stationnement privé des buildings sur Chabanel, par exemple. Donc, ça permettrait d'optimiser le stationnement, d'avoir moins de places inutilisées et que plusieurs autos dans la même journée utilisent le même lieu. Et en fait, d'optimiser ce stationnement des travailleurs
va amener plus de flexibilité en fait pour les résidents de Saint-Simon et ça va permettre d'alléger un peu la pression sur le stationnement. Excellent, merci beaucoup. On a une question de Marie-Josée Mongrain. On vous invite à ouvrir votre micro. Voilà, on vous écoute. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Bon, alors moi, je suis travailleuse au CPE de la petite station. Puis je suis d'accord avec le monsieur qui a parlé précédemment que ceux qu'on est sur le genre n'ont pas été consultés en rien. Les travailleurs, les travailleuses qui perdent leur stationnement, on fait quoi? Moi, ça fait 30 ans que je travaille là. Le 3/4 de nos parents qui n'habitent pas dans le quartier, ils sont à l'extérieur de Montréal. Alors, ils viennent en voiture, effectivement, comme ma directrice le disait plus tôt. Il y a 60 parents matin et soir qui viennent. Nous, les travailleuses, puis les travailleurs, on va mettre nos voitures où? Moi, j'ai un problème de genou. Alors, moi, ça fait bien mon affaire de stationner sur le gendre. Mais on fait quoi? Puis, je pense que vous ne vous rendez pas compte des inconvénients que ça va produire sur les travailleurs du secteur et sur les habitants autour. Parce que là, les rues vont être envahies et tout ça. Alors, la qualité de vie, elle ne sera plus là. Merci. Bonsoir. Merci pour votre question, Mme Thuillier. Oui, merci beaucoup pour votre question. Vous savez, on est tout à fait conscient de l'enjeu. Ceci dit, les travailleurs et les travailleuses, par exemple, même sur une rue commerciale, ils ne se stationnent pas forcément toujours exactement à côté de leur lieu de travail. Donc, à moins que l'employeur fournisse une unité de stationnement, ce qui est parfois le cas, les travailleurs, les travailleuses de n'importe quelle entreprise doivent trouver une place de stationnement dans les alentours. Ce n'est pas forcément toujours sur la rue. Ça, c'est toujours vrai. Une des choses qu'on va regarder avec la STM, on est déjà en contact avec eux, c'est à savoir, vous êtes un CPE, mais vous êtes un CPE un peu particulier parce que en grande partie lié à la STM, mais faisant pas partie de la STM. Donc, on a discuté avec la STM à voir comment ils pouvaient mieux travailler avec vous sur cet aspect-là. Et sur l'aspect des parents, c'est sûr que beaucoup de parents, ceux qui viennent de loin, c'est aussi beaucoup les gens qui sont aussi des employés. Puis il y a beaucoup d'employés, de ces employés, donc de ces mêmes personnes qui ont un stationnement dans le stationnement de la STM. Donc, il y a déjà de vos personnes là, qui viennent des parents, qui sont employés, qui ont leur stationnement déjà à cet endroit-là. Donc, c'est un problème là, qui ne concerne pas l'ensemble des personnes qui viennent au CPE de ne pas avoir de stationnement directement sur le site, je vous dirais. Puis surtout que les gens peuvent arriver, débarquer et repartir par la suite. Excellent, merci beaucoup. On a maintenant une question de Mohamed Ben Youssef. Je vous invite à ouvrir votre micro. Vous devriez avoir une petite mention là, qui vous invite à ouvrir votre micro. Peut-être dans l'intervalle, prendre une question par écrit pendant qu'on attend là, pour voir si le micro est ouvert. On nous demande, et Alex, ça pourrait être une question plus technique, là, quelles sont les largeurs de piste pour les différentes sections? Oui, M. Youssef, on vous revient très rapidement. Donc, quelles seront les largeurs de piste pour les différentes sections? Donc, est-ce que les différentes largeurs des zones assurées, puis également, est-ce que la largeur des voies véhiculaires seront réduites au minimum selon la norme MTQ afin d'apaiser la circulation? Alors oui, très bonne question. En effet, sur la rue Legendre, on va réduire les voies de circulation au minimum qu'on peut. C'est sûr qu'on travaille avec la STM là-dessus parce qu'ils ont beaucoup de passages de bus, notamment pour rejoindre leur centre de service. Donc, il ne faut pas empêcher leurs bonnes opérations. La rue Legendre, elle fait à peu près 11 mètres de... Je vais vous peut-être présenter, ce sera plus simple. Oui, excellent. Donc, on va mettre à l'écran la présentation qui vous permettra peut-être d'avoir avec les graphiques là, pour bien comprendre de quoi il est question. OK, je l'ai. Excellent. Oui. OK, donc ce que je disais, ça c'est la rue Legendre. Donc on va avoir des voies de circulation le plus étroit possible, mais qui permettent au passage des bus de passer comme il faut, mais aussi au service d'urgence et à l'entretien de la chaussée. La rue Legendre, elle fait à peu près 11 mètres sur
sur sa longueur, des fois elle est plus étroite. Donc les voies cyclables, enfin les pistes cyclables vont être en majorité du temps de 1,8 mètres pour l'instant, puis avec une zone assurée de 0,4-0,5 mètres. Sur la rue, plus loin, sur l'avenue de l'Esplanade, entre la rue Legendre puis la rue Chabanel, ce sera une piste bidirectionnelle donc de 3 mètres de large avec une zone tampon de plus d'1 mètre, comme on connaît sur Prieure et Soriol. Et enfin, sur l'avenue de l'Esplanade, entre Chabanel et Louvain, là, on va avoir des voies cyclables de plus de 2 mètres avec une zone tampon. Donc, ce sera assez aisé de circuler en vélo ici. Et les voies de circulation seront réduites aussi au maximum pour limiter la vitesse, mais comme il s'agit d'une zone de camionnage et d'industrie avec beaucoup de passages de camions, il y a des vigilances à avoir. Excellent, merci. Merci pour les précisions. On revient donc à vous, M. Youssef. Je vous invite à ouvrir votre micro. Bonsoir. Voilà. Oui, on vous écoute. J'ai bien écouté la présentation, les interventions. Merci beaucoup. Là, j'ai retenu quelque chose que c'est comme une attitude un peu décevante. Vous parlez de 6%, c'est comme si rien. Moi, j'habite entre la jeunesse et Henri-Julien. Donc, ce segment-là, c'est une zone résidentielle. Il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup d'enfants. Donc, moi, personnellement, j'utilise le vélo l'été. Quand j'utilise l'auto, c'est pour amener les enfants, débarquer du stock, amener du stock et tout ça. Donc, vous enlevez le stationnement. Vous avez dit 6%, c'est comme c'est rien du tout. Je trouve ça, c'est inacceptable. Excellent. Merci pour votre commentaire. On a maintenant une question de Catherine Pelletier. Donc, je vous invite à ouvrir votre micro. Voilà, on vous écoute. Oui, bonjour, c'est Sébastien. On est deux à vous écouter sur un. Bonjour, donc, moi, je vois effectivement qu'il y a un manque de respect sur l'accessibilité au parc Henri-Julien en coupant le stationnement sur Legendre et vous avez coupé aussi le stationnement sur Saint-Denis. Donc, j'aimerais savoir votre étude que vous avez faite sur l'impact négatif de la fréquentation du parc Henri-Julien parce qu'il y a je ne sais pas si vous savez les sports qu'il y a là, il y a 3 terrains de baseball, il y a 2 terrains de soccer, etc., terrain de tennis, il y a de la pétanque pour les personnes âgées aussi. Quelle est votre étude pour l'impact négatif de la fréquentation du parc Henri-Julien? Excellent. Merci pour votre question, Sébastien. Je passe la parole à Mme Thuillier. Oui, merci pour votre question. Il y a un parc qui est similaire, ou en tout cas qui n'est pas très loin, qui s'appelle le parc d'Auteuil, qui est situé là, rue Sauvé, Saint-Denis, Port-Royal. Et il y a quelques années, la STM a fait une voie réservée sur la rue Sauvé. Et le stationnement, il n'y a plus en fait de stationnement sur la rue Sauvé dans tout ce secteur-là. Et notamment donc en bordure du parc d'Auteuil, il n'y a plus du tout de stationnement sur la rue Sauvé. Il y a du stationnement un petit peu ailleurs. Puis le stationnement, le parc d'Auteuil, là, il y a un des plus gros terrains de soccer de l'arrondissement qui est super utilisé. Il y a un terrain de balle aussi qui est utilisé tout le temps par des ligues et tout. Donc, il y a beaucoup d'activités dans ce parc-là. Et vraiment, on a une très belle accessibilité. On n'a aucunement réduit le nombre de personnes qui fréquentent le parc d'Auteuil. C'est la même chose, en fait, pour le parc à la fois Saint-Simon et Henri-Julien. Comme le disait ma collègue Mme Roy tout à l'heure, il y a aussi du stationnement. Ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes besoins en même temps. Et les besoins pendant la journée pour le travail, les besoins pendant le soir ou la fin de semaine pour l'accès au parc sont différenciés. Et pour le parc Saint-Simon, il y a des rues tout aux alentours où il y a encore beaucoup de stationnement. Le parc Henri-Julien, c'est la même chose aussi. Il y a du stationnement adjacent sur la rue Saint-Denis aussi. Donc, c'est vraiment une façon. Puis récemment, là, il y a eu un article, je pense que c'est hier même, où de plus en plus d'experts aussi demandent aux municipalités de favoriser le transport actif pour
aller et arriver jusqu'au parc. Et c'est aussi ça l'enjeu. Donc là, pour ces deux parcs-là, on vient bonifier en fait l'accès parce qu'on garde une accessibilité une automobile, on garde une accessibilité piétonne et on amène une accessibilité cyclable qui n'existait pas et qui, à partir de maintenant, il y aura une accessibilité cyclable sécuritaire pour ces deux parcs-là. Excellent. Merci beaucoup. On a une question qui nous est venue par écrit sur la rue Émile Journeau, après Christophe Colomb. Il y a une piste cyclable temporaire qui est ouverte du 1er avril au 15 novembre. Donc, une piste cyclable temporaire là, sur Émile Journeau, après Christophe Colomb. Pourquoi ne pas opter dans ce contexte-ci également pour une piste cyclable temporaire? Julie, on vous écoute. Oui, merci pour la question. Ça nous permet d'expliquer un peu la transition vers les pistes qu'on faisait avant versus les pistes qu'on fait maintenant. Là, l'objectif, c'est vraiment d'avoir des pistes 4 saisons. On voit une forte augmentation du vélo hivernal. Et puis, on voit qu'avant, c'était encore rare et puis ça se démocratise vraiment beaucoup. Il y a d'ailleurs eu une subvention pour le vélo d'hiver qui a été lancé l'année dernière où plus de 400 personnes ont appliqué dans l'arrondissement. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir des pistes 4 saisons qui puissent être utilisées et déneigées tout au long de l'année. Excellent, merci beaucoup. On a maintenant une question à l'oral de Johanna Cosentino. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Voilà, on vous écoute. Vous dites que la piste cyclable va apaiser la circulation alors que tout ce que je vois, c'est l'enlèvement du stationnement. Moi, je ne vois pas pourquoi, étant donné que le parc Henri-Julien, il y a la rue Chabanel que les gens pourraient prendre du rêve pour se rendre directement à la rue Louvain, qui, d'après moi, appartient à la ville et non à la STM. Je ne comprends vraiment pas. Pour moi, ça semble être beaucoup plus sécuritaire ou même bifurqué sur Saint-Laurent entre Legendre et Chabanel, qui est très large, qui offre beaucoup d'opportunités. Et j'aimerais comprendre pourquoi cette avenue-là, ces trajets-là n'ont pas été considérés, parce que passer à travers du parc est beaucoup plus sécuritaire pour les vélos que sur la rue Legendre. J'habite la rue Legendre depuis 1986. J'ai 7 locataires. Où voulez-vous qu'ils stationnent? Si un locataire ou moi, moi, j'ai une place de stationnement. La rue Clark, il y a plusieurs quadruplex. C'est déjà difficile à trouver du stationnement. Et la solution de Mme Roy de poser des vignettes n'est pas une solution. Moi, j'ai fait le compte des places de stationnement cette semaine. Il y a 200 places de stationnement que vous allez retirer. Et comme Mme Tullia l'a dit, elle peut travailler avec la STM pour le CPE, la STM, mais nous, les résidents de Legendre et les alentours, il y a une église fréquentée sur le coin de Legendre et Clark, très fréquenté. Les gens ont du mal à stationner pour aller à l'église. Et il y a un centre islamique au coin de Legendre et Saint-Laurent pour qui la ville a changé, a permis aux gens de stationner pour aller au centre islamique. La ville a rajouté du stationnement le long du parc Saint-Simon pour augmenter le nombre de places de stationnement qui manquaient dans le quartier. Et je suis complètement insultée en tant que résidente sur la rue Legendre que je n'ai pas été consultée. À la réunion d'octobre, Mme Tullier nous a dit qu'il y aurait un comité pour écouter les gens du quartier, ce qui n'a jamais arrivé. Vous dites que vous avez commencé… Non, laisse-moi finir parce qu'il y a plein de questions que vous n'avez pas répondues. Vous dites que vous avez… Plusieurs questions, excusez-moi. Je vais simplement préciser qu'on a effectivement plusieurs questions qui entrent par écrit et la période de temps pour cette séance est évidemment limitée, mais il y aura des réponses qui pourront être fournies à l'ensemble des questions qui ont été posées. Donc, vous avez déjà eu un bon moment pour poser votre question. Je vais laisser Mme Roy y répondre. Merci. Je vais essayer il y a eu effectivement beaucoup de questions posées d'un coup. Je vais essayer de les prendre une par une. D'abord, je vais corriger. Vous avez dit 200 places. C'est 101 places qui sont enlevées. 70
sur le gendre et une 25-30 sur l'avenue de l'Esplanade. Donc, je vous renvoie à ce qui a été présenté par M. Papelian. Donc, c'est 6% de la totalité, donc des presque 1800 places qui est là-dedans. Mais surtout, je voudrais revenir en fait sur la raison initiale. Si je comprends que vous n'êtes pas une usagère du vélo, mais je vais répondre à votre question pour vous, mais aussi pour tous celles et ceux qui sont pas ou pas encore cyclistes. Les pistes cyclables, elles sont un atout pour tous les résidents, pas seulement pour les cyclistes, parce que il y a beaucoup d'études qui ont prouvé que c'est plus sécuritaire. La circulation, elle est apaisée. Les piétons sont davantage protégés, puis on est tous piétons, vous aussi, ne serait-ce que juste pour marcher de votre stationnement jusque chez vous. Je pense aussi aux personnes âgées, aux familles, aux personnes à mobilité réduite. Pour la santé publique aussi, c'est un grand pas en avant. Il y a moins de bruit, il y a moins de trafic, il y a moins d'émissions de GES. Donc, collectivement, il y a un vrai gain et c'est pour ça qu'on le fait. Après, on comprend tout à fait que les pistes ne font pas l'unanimité et que vous, en tant que résidente directement sur la rue Legendre, ça ne fait pas votre affaire. Je vous dirais que les résidents sur Bellechasse et sur Villeray avaient la même réaction initiale que vous, mais aujourd'hui, les opposants initiaux sont satisfaits. Et puis, vous le voyez ce soir, il y a beaucoup de citoyens qui réclament des pistes. Donc, je vais faire une petite parenthèse sur la consultation qui a eu lieu en amont. Donc, d'abord, la piste Legendre avait été annoncée au mois de novembre dans le plan vélo de la ville, au mois de novembre 2022, mais elle était déjà dans le plan vélo de l'agglomération en 2019 et dans le PLD, le plan local de déplacement qui avait été adopté en décembre 2019. Et ce plan, pour en arriver à ce plan-là, en fait, c'est là où il y avait eu énormément de consultations publiques en 2018, donc de grande ampleur. Donc, il y avait eu 2 séances en personne dans différents endroits de l'arrondissement. Il y avait eu un sondage en ligne, il y avait eu des sondages sur le terrain. Il y avait même eu 5000 dépliants qui avaient été distribués dans les écoles et dans les garderies de l'arrondissement. L'arrondissement, à ce moment-là, était accompagné avec une firme et il y avait un comité de vérification en fait, qui était formé de citoyens, de fonctionnaires, de la table de quartier, des postes des PDQ, donc des postes de quartier de police, de groupes citoyens. Donc, il y avait, au total, ça avait pris 18 mois pour arriver à ce fameux plan local de déplacement qui avait été donc adopté en décembre 2019. Et dedans, il y avait 40 actions, dont une piste sur le gendre. Donc, je vous dirais que ça fait longtemps qu'on parle de le gendre. C'est vraiment un besoin qui a été clairement identifié depuis des années par une grande partie de la population et on le concrétise maintenant. Le temps on a fait Prieuré-Soriol, on y va par priorité. Et là, Madame Tullier l'avait noté, on le voit bien, il y a un grand total de 0 piste cyclable dans tout Saint-Simon. Donc, on le fait aussi pour des questions d'équité. On ne fait pas des pistes cyclables uniquement dans des quartiers centraux ou aisés. Et donc, de faire une piste sur le gendre, oui, ça, c'est une autre de vos questions, pourquoi le gendre ? On l'a dit, parce que c'est vraiment l'axe qui relie les parcs, qui relie les écoles, qui va servir, oui, aux travailleurs du district, mais aussi et surtout aux résidents du quartier. On voit qu'il y a une grande mobilisation partout à travers le Québec, pas seulement dans ce quartier-là, aux élus pour avoir plus de courage pour sécuriser les déplacements des plus vulnérables. Et c'est ce qu'on fait, on répond à l'appel en mettant la piste sur le gendre. Je termine aussi, puis j'ai probablement oublié des questions parce que vous en aviez posé beaucoup, mais on aura l'occasion de se reparler en personne, Madame Consentino. Le fait de passer sur le gendre va permettre d'envoyer plus de circulation sur Chabanel, en fait, puisque les camions, par exemple, vont passer là-bas et pas dans les milieux de vie. Et on ne passe pas sur Saint-Laurent pour des raisons de sécurité pour les cyclistes, mais aussi et surtout parce que c'est un axe majeur de circulation. L'idée, c'est vraiment de garder la fluidité sur cet axe nord-sud qui est vraiment important. Et c'est pour ça que les cyclistes sont envoyés sur le gendre et sur Esplanade. Excellent. Merci pour la réponse. Et Madame Cosentino, vous pouvez toujours vous réinscrire sur l'ordre de parole si vous souhaitez réintervenir. Je vais passer la parole à Elena Di Stefano pour une question à l'oral. Voilà, votre micro est ouvert. On vous écoute.
Bonjour. Premièrement, je voulais dire que oui, je suis d'accord qu'on a besoin des pistes cyclables dans le quartier parce que c'est vraiment vide. Mais je voulais dire aussi que je suis résidente depuis très longtemps, puis j'ai jamais vu des consultations, des notices de consultation. Alors, il y a un manque de communication quelque part pour les résidents de savoir qu'il se passe quelque chose. Juste une note. Je voulais aussi rementionner qu'on parle de 6% des places auto. Sans auto, c'est beaucoup dans un petit quartier qui a déjà beaucoup d'enjeux de stationnement. Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Je sais qu'on n'a pas beaucoup de choix, mais j'aimerais savoir qu'est-ce que vous voulez faire pour le monde qui vont avoir des problèmes. Mais aussi, j'avais une question. On avait parlé avant que le parc Henri-Julien a accès à Chabanel directement. Est-ce qu'il y aurait un moyen de faire une piste cyclable à travers le parc pour aller sur Chabanel et ensuite sur Esplanade? Ça ferait moins de stationnement coupé pour les résidents qui ont besoin de leur auto et pour le parc. Excellent. Merci. Donc, 2 questions. Est-ce qu'il y a d'autres solutions qui ont été étudiées? Puis, la piste cyclable au niveau du parc, Madame Thuillier, on vous écoute. Oui, moi, j'ai même noté 3 questions. La piste cyclable dans le parc, Chabanel et les voitures dans les quartiers, les stationnements. La première chose, c'est que il n'y a pas, malheureusement, de communication entre le parc Henri-Julien et la rue Saint-Laurent. Parce que le terrain de la STM, qui est un terrain privé, même si la STM est une parapublique, mais c'est un terrain privé là, qui est clôturé, le terrain de la STM va de la rue Legendre jusqu'à la voie ferrée. Donc, il n'y a pas de possibilité de passage à travers. C'est pour ça que la piste cyclable, puis comme on vous l'a présenté au départ, elle est sur Legendre. Legendre, c'est la seule rue est-ouest qui fait communiquer entre Youville et Saint-Simon. En fait, l'autre après, c'est sauvé, mais on est vraiment pas mal loin. Donc, c'est pour ça que c'est sur Legendre. On aimerait beaucoup un jour peut-être pouvoir passer à travers la STM. Ce n'est pas en ce moment possible et c'est pour ça que la piste cyclable, elle est sur Legendre. Par rapport à Chabanel, je vous dirais que dans les premiers plans de vélo de la Ville de Montréal, la rue Chabanel était identifiée comme une rue où il y aurait une piste cyclable. Mais pour vrai, là, vous connaissez, moi je le connais, il y a beaucoup de gens qui le connaissent. Mettre une piste cyclable sur Chabanel, ça aurait été vraiment très, très, très difficile, étant donné beaucoup d'entrées-sorties, beaucoup de camionnage, beaucoup d'activités, le stationnement, les parcomètres, les autobus et tout ça. Donc, vraiment, le choix a été fait de mettre une piste cyclable protégée, non sur Chabanel, parce qu'il y a énormément d'enjeux, mais plutôt sur Legendre, puis aussi parce que c'est la rue qui communique, là, je le répète, vers l'est. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi la rue Legendre. Et par rapport au stationnement, vous savez, du stationnement, s'il y en avait 10 000 de plus, mais il y aurait peut-être 10 000 voitures de plus parce qu'un stationnement apporte un stationnement puis apporte des voitures. L'objectif, à la Ville de Montréal, mais je le répète, là, à peu près toutes les villes de la CMM en ce moment ont le même objectif, c'est de réduire l'utilisation de la voiture solo, donc de réduire le fait qu'on ait besoin d'avoir notre propre voiture, tout le monde stationné pendant la majeure partie de la journée et de faire en sorte d'offrir des possibilités de déplacement autres aux gens, donc le transport actif et le transport collectif. Dans le quartier Saint-Simon et dans le quartier Chabanel, l'objectif, c'est aussi ça. Il y a beaucoup de gens, moi, ça fait 5 ans que je suis mairesse d'arrondissement, il y a beaucoup de gens qui nous disent « Je ne viens pas dans le district central en vélo parce que je ne me sens pas en sécurité. » Et il y aura plusieurs personnes, et c'est ça qu'on voit dans les études à Montréal, mais qu'on voit aussi partout ailleurs dans le monde, dans les grandes villes, quand on crée des infrastructures cyclables sécuritaires, les gens les utilisent et en fait, les gens qui les utilisent, en général, vont le faire en délaissant leur voiture. Donc, l'objectif, c'est d'initier un changement pour faire en sorte qu'il y ait moins de gens qui viennent en voiture dans le secteur Chabanel pour, par exemple, travailler. Pour les résidents,
on l'a dit, la demande en stationnement pour les résidents, elle n'est pas exactement pareille, pas aux mêmes heures que pour les employés. Donc, c'est pour ça qu'il y a comment dire, des demandes en stationnement qui s'équivalent et qui bougent au fur et à mesure de la journée et qui font en sorte que les résidents peuvent avoir des places de stationnement à d'autres moments. Oui, c'est une gestion du changement. On l'a vécu dans d'autres secteurs de l'arrondissement. On en a fait des pistes dans d'autres secteurs d'arrondissement. Il y a aussi, comme je le disais tout à l'heure, la voie réservée sur Sauvé. Il y en a des résidents aussi sur Sauvé. Et les gens s'adaptent. Et c'est vraiment une gestion du changement puis l'adaptation que les gens font au fur et à mesure. Mais si on ne le fait pas, puis si on n'initie pas le changement, on ne peut pas y arriver. Donc, c'est vraiment une roue qui tourne, puis là, on pose le premier geste cette année avec cette piste cyclable. Excellent, merci. Merci pour la réponse. Une question qui nous est venue à l'écrit. Quand pourrons-nous voir d'autres pistes cyclables apparaître? Une question à laquelle je pense Julie pourra répondre. Madame Roy, on vous écoute. Oui, les travaux devraient avoir lieu au début de l'automne, sachant que c'est des travaux qui sont assez rapides à exécuter, puisque c'est juste des bollards et du marquage au sol. Donc, on attend encore des confirmations techniques, mais normalement, ce sera au courant septembre. Excellent, merci beaucoup. On a une question à l'oral de Nathalie Élysée. Je vous invite à ouvrir votre micro. Voilà, on vous écoute. Oui, bonjour. En fait, vous avez mentionné tantôt que la STM avait leur stationnement. Écoute, moi, je travaille au CPE, la petite station. Le stationnement de la STM a été coupé de beaucoup, il y a 2 ans déjà à peu près. Puis, les gens de la STM stationnent sur le gendre. Les employés de la petite station qui travaillent, on stationne sur le gendre et aux alentours. Je ne crois pas dans les faits que c'est possible que le 6 % est représentatif parce qu'il manque de places de stationnement pour les gens qui travaillent dans le secteur. Et les gens de la STM, on a beau dire qu'il y a les vélos, mais ce n'est pas tout le monde qui habite dans le quartier. Les gens qui habitent à l'extérieur, c'est difficile quand même de prendre le transport en commun pour se rendre à Montréal à chaque jour. Alors, je ne crois pas vraiment au pourcentage de stationnement. C'est difficile. Merci pour votre question. Donc, Madame Thuillier, on vous écoute. Oui, merci beaucoup pour votre question. Vous savez, ça, c'est, je comprends tout à fait ce que vous dites. Et on est toujours dans une gestion dynamique, puis on essaie de faire le mieux possible avec ce qu'on a. Idéalement, de moins en moins de gens prendraient leur voiture. À la STM, il y a certaines conditions particulières, notamment les personnes qui doivent offrir le service dès le matin. Bien, il n'y a pas de transport en commun. Donc, forcément, ces employés-là ou viennent en transport actif, et il y en a plusieurs qui le font, ou doivent venir avec leur voiture. C'est pour ça que la STM a un stationnement qui a déjà été d'ailleurs modifié il y a quelques années. Et en ce moment, il y a des travaux dans un centre, au centre de service Henri-Julien. Et c'est pour ça, puis vous avez peut-être vu dans les journaux récemment, on en a parlé aussi, puis les gens ne comprenaient pas trop ce qui se passait. La Ville de Montréal a autorisé la STM à louer une petite partie du terrain du 50-150 Louvain-Ouest et il y a des employés de la STM qui, parce que le stationnement a été réduit pendant la durée des travaux, vont se stationner à cet endroit-là. Donc, pour vous démontrer à quel point vraiment on essaie de travailler de tous les côtés, qu'on comprend très bien qu'il y a des réalités particulières, je vous dirais qu'aucune entreprise vraiment ne peut fournir 100 % de stationnement à leurs employés à Montréal, et c'est le cas, puis ça sera toujours le cas. C'est le cas aussi pour la STM, mais il y a vraiment des solutions qui sont mises en place quand il y a des enjeux temporaires, et c'est le cas en ce moment, et c'est ce que nous avons travaillé, la Ville, avec la STM. Merci. On a maintenant une question de Joachim Lemieux à l'oral. Donc, je vous invite à ouvrir votre micro, à peser sur le bouton Unmute. Voilà, on vous écoute.
Parfait, merci. Écoutez, c'est pas vraiment une question, en fait, c'est plus un commentaire, là. Il y a quelques personnes qui l'ont fait avant moi, donc je vais oser le faire. Moi, je n'ai pas de voiture et mon principal moyen de transport, c'est le vélo. J'ai 2 enfants. Puis, dans l'état actuel des choses, s'il n'y avait pas les rêves dans mon secteur qui auraient été implantés, j'oserais jamais faire du vélo avec mes enfants. Et là, parce qu'on a des pistes cyclables qui sont sécurisées, qui sont assez larges pour que mes enfants puissent le faire aussi, je veux dire, ça change complètement ma vie. J'abonde dans le même sens de Madame la mairesse, là, pouvoir me rendre, moi, dans un secteur commercial pour faire mes courses comme le district central, ce ne serait pas envisageable s'il n'y avait pas des pistes cyclables. Donc, pour moi, ça va vraiment changer vraiment là, la façon dont je vais me déplacer. Puis, donc, je tiens à vous remercier, en fait, de faire ça. Puis, je comprends, là, j'entends les commentaires, puis je sais que c'est effectivement, ça demande des changements. Puis, voilà, on est là-dedans, mais enfin, je voulais simplement vous signaler que pour nous, puis pour d'autres, certains de mes concitoyens et concitoyennes, là, c'est une excellente nouvelle que vous nous annoncez, puis on est très heureux de ça. Merci pour votre commentaire. Je vais prendre une autre question ou commentaire encore une fois d'Alexandre Caron. On vous écoute, Alexandre. Oui, bonjour, est-ce qu'on m'entend bien? Oui, on vous entend bien. Oui, bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Je suis capable d'apprécier une présentation qui est à la fois détaillée et concise. Ça demande beaucoup de travail. Je veux remercier Alex et tous les gens qui ont travaillé dessus d'abord. Une question, puis je suis un peu perplexe dans la présentation par rapport à l'enlèvement des ballards l'hiver. Donc, on passe à une solution où est-ce que la piste ne sera pas vraiment sécurisée au moment de l'hiver. Est-ce qu'il y a des alternatives? Est-ce qu'il est considéré d'avoir un maillage aux intersections importantes? Est-ce que la géométrie le permet? Est-ce qu'on pourra garder quelques ballards sur la rue? Est-ce que ces alternatives-là ont été considérées? Merci pour votre question. Donc, à savoir, là, concernant les bollards l'hiver, je passe la parole à Alex. Oui, merci pour la question. Les bollards l'hiver qui vont être retirés concernent la rue Legendre. Pour le moment, on a étudié toutes les possibilités avec les travaux publics de les conserver. Pour l'instant, si on veut assurer le bon déneigement, ce n'est pas possible, mais on va travailler dans les futures années à trouver des solutions pour passer des meilleurs hivers avec ces bollards. On voit sur Prieur Soriol qu'on fait des efforts d'année en année avec les travaux publics pour essayer de les maintenir. Le gendre, c'est une nouvelle configuration, c'est étroit, donc il va falloir qu'on trouve des nouvelles astuces pour les conserver toute l'année. Mais c'est l'objectif qu'on va se donner. Merci. Excellent, merci. Une question qui nous est venue par écrit maintenant. Quelqu'un qui mentionne là, que l'inconvénient qui est principalement mentionné, c'est la perte de stationnement. Est-ce qu'on a pensé également à la valeur des propriétés qui risquent de diminuer du fait de cette piste cyclable? C'est ce que nous écrit la personne qui est courtier d'immeuble, alors qui croit qu'une piste cyclable va faire diminuer la valeur d'une propriété. À ce sujet-là, je ne sais, Madame Thuillier, oui, on vous écoute. Oui, bien encore là, ça tombe bien, on n'est pas les premiers à faire des pistes cyclables mondialement, puis à Montréal. Et en fait, vous serez peut-être surprise de le savoir, mais c'est l'inverse en fait. Les rues où il y a des pistes cyclables, la valeur des propriétés tend à augmenter. Tout comme ma collègue Julie Roy disait tout à l'heure que quand on a installé la piste cyclable sur Saint-Denis, en fait, il y a eu de plus en plus de commerces au total qui ont une place d'affaires maintenant qu'avant. Donc, à tout point de l'économie, la mise en place d'une piste cyclable sur une rue est positive. Merci beaucoup pour la réponse. On a une question à l'oral de Niraj Patel. Je vous invite à ouvrir votre micro pour qu'on puisse vous entendre au niveau de votre question. Donc, vous pouvez unmute. Voilà, on vous écoute. Si votre plan, c'est de rendre toutes les rues des pistes cyclables, qui va payer pour tout ça? Comme les taxes de rue, c'est les automobilistes qui payent ça. Alors, c'est quoi votre solution pour ça? Et il faut déneiger beaucoup plus les pistes cyclables. Sinon, les cyclistes vont tomber. Et pour
faire fondre la glace, il faut ajouter plus de sel. Et le sel, ça dommage l'asphalte. Il faut maintenir l'asphalte encore plus. Alors, c'est quoi votre solution? Ça va coûter beaucoup plus cher. Merci, merci beaucoup pour votre question. Donc, la question là, des frais qui payent et du déneigement, Mme Thuillier, on vous écoute. Oui, ben d'abord, en fait, sur la question générale de payer les infrastructures routières, en fait, vous savez, à Montréal, les infrastructures routières sont payées par le budget de la Ville de Montréal et des arrondissements qui vient des taxes foncières. Les personnes qui payent des taxes foncières, en fait, c'est tout le monde, parce que ce sont les propriétaires qui reçoivent le compte de taxes et qui le payent directement à la Ville. Mais il faut savoir que le loyer des locataires est composé aussi en grande partie des taxes. Donc, la proportion là, de la grandeur du logement qui est locative, le propriétaire envoie ces taxes-là sur les loyers. Donc, en fait, toutes les personnes qui résident à Montréal payent par l'entremise de leurs taxes foncières ou de leur loyer au budget de la Ville de Montréal et donc payent toutes les infrastructures qui sont mises en place. En ce moment, le vélo, c'est moins de 2% des infrastructures et la voiture, c'est 78%. Donc, vous voyez que collectivement, nous envoyons plutôt 78% de notre argent pour les infrastructures véhiculaires et seulement 2% ou à peine de notre argent pour les voitures au niveau de l'espace. Mais il faut savoir que construire une piste cyclable, puis vous l'avez vu, hein, en fait, on ne construit rien en ce moment, aussi on est un peu dans le transitoire. Là, la rue reste pareille, donc les frais pour installer la piste cyclable, c'est presque zéro, parce que dans le fond, la rue va rester telle qu'elle. Il n'y a pas de changement il n'y a pas de travaux sur la rue en tant que telle. Donc, c'est la mise en place de bollards. Puis en plus, après le déneigement, bien, on déneige la rue, on déneige le trottoir, on déneige les pistes cyclables. Donc, ce n'est pas un surcoût qui est vraiment très important et ça permet en fait à tout le monde de pouvoir se déplacer de manière sécuritaire. Excellent, merci beaucoup. On a donc maintenant une question à l'oral de Marie-Josée Dupuis. On vous écoute, Madame Dupuis, je vous invite à ouvrir votre micro. Donc, voilà, on vous écoute. Oui, bonsoir. Écoutez, c'est ça, j'étais contente d'avoir plus d'informations aujourd'hui. En fait, c'est ça, moi, je suis une des parents qui se déplace à vélo là, au CPE de la petite station. Donc, on est un peu dans les marginaux là, pour l'instant, mais j'ai comme l'impression que ce lien-là va vraiment permettre aussi à plus de parents d'opter pour ce choix-là. On a déjà à naviguer avec les autres modes, les sorties d'autobus, les véhicules qui ne roulent pas à 30 km/h, évidemment, ils roulent plus vite. Donc, c'est sûr que la piste cyclable va être incroyable au niveau du sentiment de sécurité. Donc, merci pour ça. Puis aussi, pour aller vers Saint-Simon, ça, c'est indéniable. C'est vraiment une barrière actuellement d'aller passer Saint-Laurent. Donc, ça va vraiment faciliter vers l'ouest, vers l'est, excusez, je suis toujours mêlée. Ensuite, je vois vraiment que c'est le stationnement aussi dans Youville là, qui préoccupe peut-être plusieurs voisins. En ce moment, on a une conjoncture aussi de beaucoup de travaux autour de l'agrandissement du stationnement de la STM. Il y a aussi l'édicule de la station sur Berry. Donc, ces places-là vont aussi revenir éventuellement, mais je pense aussi que c'est peut-être aussi un bon timing, comme plusieurs l'ont nommé, là, pour peut-être un plan directeur là, autour du parc Henri-Julien. Je ne sais pas si ça veut dire de se concrétiser avec du nouveau stationnement, mais peut-être de regarder aussi sur la mutualisation avec le stationnement du CIUS là, qui est au bout de la rue Saint-Denis. Les grands ensembles institutionnels peut-être qui sont moins occupés pendant l'été. On peut penser autour de peut-être l'école ou peut-être même avec la FTQ, ça c'est un petit peu plus loin, mais on a quand même une situation privilégiée là, d'être sur le long de la ligne orange, plusieurs lignes d'autobus, puis j'ai l'impression avec la pandémie, c'est sûr que ça leur a amené beaucoup de gens là, vers un mode individuel. Tu sais, la voiture a comme repris un peu de galon. Donc, je pense que tu sais, il y a vraiment
un effort là, pour vraiment tous regarder aussi les autres options de transport qui nous sont offertes parce qu'on paye aussi pour ces transports-là et on est quand même assez privilégiés. Donc, c'était mon petit commentaire. Merci pour votre commentaire. Madame Tully, je vois que vous avez ouvert. Est-ce que vous souhaitiez? Parfait. Excellent. On va continuer. Une question qui nous a été posée plus spécifiquement sur le déneigement. C'est un sujet qui est revenu à quelques reprises. Donc, comment sera, une question plus technique, comment sera effectué le déneigement sur la rue et sur la piste cyclable? Il y a donc Dominique Paquin qui est de l'arrondissement qui pourra répondre à cette question. Monsieur Paquin, on vous écoute. Oui, bonsoir, merci beaucoup. Oui, le déneigement de la piste cyclable, là, depuis quelques années, on a eu l'habitude d'entretenir des pistes cyclables pendant l'hiver. Donc, sur le gendre, la piste cyclable va être quand même relativement étroite là, comparée au Rêve qui est un petit peu plus large en comparaison, ou Prieur, Soriol, puis ces genres de configurations-là, Louvain également. Donc, le déneigement se ferait avec des appareils trottoirs principalement. Puis l'idée d'avoir la petite bande hachurée, la zone tampon dont on parlait tantôt là, dans la présentation d'Alex, la neige serait entassée sur la petite bande qu'on voit ici, hachurée, blanc et gris foncé. Donc, le trottoir, évidemment, il va être déneigé avec un appareil trottoir. Ensuite de ça, on va prendre la neige qui va avoir été prise par l'appareil trottoir qui va avoir été mis dans la piste cyclable. On va essayer de coordonner ça de la meilleure façon possible. Donc, l'autre appareil qui va déneiger la piste cyclable, il va mettre ça dans la petite zone tampon hachurée. Et puis, pour une précipitation de moins de 20 cm, là, on est confiant que ça va être correct. Et puis, les appareils qui déneigent la rue, ils vont déneiger comme ils font habituellement. Au lieu d'entasser ça en bordure des autos, eux aussi, ils vont utiliser la zone tampon. Donc, comme je dis, principalement une précipitation qui va nécessiter un déblaiement puis pas nécessairement un chargement. Il va y avoir de l'espace suffisant là, pour entreposer la neige. Puis lorsqu'il y aurait des précipitations, évidemment, de l'ordre de 20, 30, 40 cm, de toute façon, tout de suite après ça, on va procéder à un chargement de la neige. Donc, peut-être pendant une journée ou deux, ça serait un petit peu problématique. Mais ça livre sur toutes les rues, toutes les artères, pistes cyclables ou pas, quand il y a une précipitation significative de l'ordre de plus de 25-30 cm. Mais sinon, pour une précipitation ordinaire, là, avec la zone tampon qu'on a identifiée, là, on va être capable d'entasser la neige là-dedans là, sans problème. Merci pour ces précisions. On a une question à l'oral de Jean-Pierre Fauteux. Je vous invite à ouvrir votre micro et à nous poser votre question. Voilà, on vous écoute. En fait, ce n'est pas une Votre question. commentaire. Vous saluez le courage que ça prend pour activer une espèce de changement de comportement ou d'habitude. Moi, j'ai et une voiture et un vélo. Et je peux comprendre les désagréments que ça peut causer, mais je peux aussi remarquer que la statistique de tout à l'heure de 78% qui est dédiée à la voiture versus 2%, ça devrait nous faire réfléchir un peu. Moi, je vais travailler, j'ai un nouvel emploi qui est sur Legendre et Meilleur, et je suis très heureux de pouvoir compter sur une piste cyclable qui va pouvoir m'en faire un bon bout. Alors voilà, je salue cette initiative. Merci. Merci pour votre commentaire. On a maintenant une question qui nous est arrivée à l'écrit concernant le ramassage des déchets, du recyclage et du compostage. Là. Donc, quel sera l'impact des différentes pistes cyclables sur ces opérations-là? Alex, on vous écoute. Oui, alors merci pour cette question. C'est toujours la même problématique sur toutes les pistes cyclables. On commence à avoir une bonne expérience là-dessus. En fait, il va y avoir des communications qui vont vous être faites au moment de l'implantation pour savoir où mettre vos recyclages, vos ordures. Habituellement, la zone tampon qui est faite pour protéger les cyclistes de la circulation sert aussi au dépôt des matières résiduelles. Comme ça, les équipes de l'arrondissement
peuvent les récupérer directement sans se stationner dans la piste cyclable pour éviter qu'ils la traversent. Donc, il y aura de la communication là-dessus. Il faudra juste mettre vos déchets sur la zone tampon qui sépare la piste cyclable de la voie de circulation, que ce soit sur le gendre, sur Esplanade, des deux côtés. Merci beaucoup. Donc, au niveau des mains levées, Mme Johanna Cosentino qui a à nouveau la main levée. Mme Cosentino, je vous invite à ouvrir votre micro. Voilà, on vous écoute. Merci. Je vais juste faire un petit commentaire. Je n'ai pas apprécié que vous avez fermé mon micro parce que j'ai un droit de parole et une liberté d'expression. Je suis résidente du quartier et je tiens vraiment à mon quartier parce que c'est un quartier superbe. Madame Tullier, à la rencontre de novembre, quand on a discuté de pourquoi faire une piste cyclable sur le Gendre au lieu de Chabanel, votre réponse était que vous avez dépensé beaucoup d'argent sur Chabanel et que vous ne voulez pas réinvestir sur la rue Chabanel parce que c'est trop cher. C'est bien l'argent des payeurs. C'est moi qui paye les taxes foncières. Il y a beaucoup de propriétaires qui payent des taxes foncières. Donc, la rue Chabanel, elle est très large et elle pourrait accommoder des pistes cyclables et convenir à tout le monde. Il y a une fermeture d'ouverture, selon moi. Et j'aimerais ça voir les études qui démontrent que c'est vraiment pas possible une piste cyclable sur Chabanel, ni une piste cyclable entre le parc Henri-Julien et Louvain. Moi, je ne suis pas convaincue. Et j'invite Mme Roy à compter les places de stationnement avec moi cette semaine. Je me rends disponible pour elle. Je ne suis pas convaincue que le Gendre, c'est la meilleure rue. Ce n'est pas un apaisement de circulation, c'est juste enlever le stationnement. Oui, pour les pistes cyclables, mais c'est dangereux sur la rue Legendre. Il y a beaucoup de circulation, camions, autobus. J'y habite depuis 1986. Je connais mon quartier. Et ce que je voulais dire tantôt, c'est que Mme Roy puis Mme Tullier m'avaient promis d'avoir des comités consultatifs sur la piste cyclable, ce qui n'est pas arrivé. Je suis très déçue. Merci de m'avoir réouvert le micro. Merci à vous. Il y a plusieurs éléments. Je vais laisser Mme Tullier répondre dans un premier temps. Oui, merci beaucoup, Mme Cosentino, pour la suite de vos questions. Écoutez, je me souviens très bien de notre conversation sur la rue Chabanel et ce n'est pas exactement ce que j'ai dit. Alors, je répète pour l'ensemble des personnes présentes. Ce que je répondais à votre question, c'est que si la rue Chabanel était refaite à neuf en 2023, alors qu'elle a été refaite à neuf il y a déjà un bon nombre d'années, nous aurions probablement refait à neuf la rue Chabanel d'une autre façon, avec la façon dont avec la vision zéro, la vision que nous avons de la ville en ce moment. Mais la rue Chabanel, elle est faite. Puis comme ce que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de stationnements sur la rue Chabanel, d'entrée-sortie de camions. Et le grand problème de la rue Chabanel, c'est qu'elle ne débouche pas. Si vous allez sur Chabanel, vous ne pouvez pas aller tout droit vers l'est. C'est un terrain privé. C'est la STM qui est là. Il n'y a pas de rue municipale. Et la seule rue municipale qui traverse d'est en ouest, elle est sur le Gendre. C'est pour ça qu'il y a la rue Le Gendre qui a été choisie pour faire ce lien. Par ailleurs, nous sommes toujours disposés, d'ailleurs, nous sommes en communication régulière, vous et moi, mais aussi Mme Roy et vous, et notre bureau aussi et vous. Donc, on continue les discussions depuis plusieurs mois. On va les continuer aussi. D'ailleurs, la semaine prochaine, vous et plusieurs personnes viendrez, c'est déjà dans votre agenda et dans notre agenda. Nous allons nous rencontrer en personne pour poursuivre cette conversation parce que vous nous l'avez demandé et nous trouvions que c'était pertinent de le faire aussi, et avec certaines personnes qui ne pouvaient pas être présentes ici ce soir également. Donc, vous voyez que toutes les portes sont ouvertes pour faire le meilleur projet possible, mais puis je pense que ça a été dit par plusieurs personnes aussi, c'est le meilleur projet possible que nous souhaitons faire, mais vraiment avec toute l'information que nous avons et ce que nous avons vu dans les dernières années, c'est à notre sens le meilleur projet que nous vous présentons aujourd'hui. Merci, merci beaucoup pour cette intervention. Madame Elena Di Stefano qui a à nouveau levé la main. Je vous invite à ouvrir votre micro. Voilà, on vous écoute. Allô? Oui, je voulais juste retourner à
le sujet de réduire l'usage d'auto. Je crois que c'est une bonne chose, mais on aurait besoin d'une infrastructure de transport en commun un petit peu plus élargie pour permettre le monde d'aller travailler hors du district, pour aller au nord, pour aller à l'ouest de l'île, et avoir plus d'autobus dans le secteur. Est-ce qu'il y a des projets pour augmenter le transport en commun? Merci pour votre question concernant les projets sur le transport en commun, Madame Tullier. Oui, en fait, vous savez, ce qui arrive vraiment de structurant à Montréal, c'est l'ouverture du REM à la fin 2024 et la STM a le devoir par le gouvernement du Québec de desservir les gares du REM. Il y en a une qui n'est pas très loin de notre territoire, mais aussi à la faveur de ces changements-là, la STM va faire une refonte du réseau d'autobus, a fait des consultations d'ailleurs l'été dernier sur ce projet de refonte puis il les a fait par arrondissement. Là, nous, on était à Annecy-Cartierville et Saint-Laurent en même temps. J'ai participé, il y avait plusieurs personnes qui ont participé à cette consultation. Donc, il y aura cette refonte des réseaux d'autobus où il y a des améliorations qui vont pouvoir être faites et ça va venir là, pas cette année, mais en fait, il y a aussi d'autres projets là, de la STM toujours pour améliorer la desserte en fonction des gens qui sont là. Donc, c'est vivant un peu le réseau là, des autobus. Ça peut s'améliorer au fur et à mesure, mais c'est vraiment la refonte là, du système avec l'ouverture du REM en 2024 là, qui va amener le plus de changements. Merci pour les précisions. Une question qu'on a reçue à l'écrit. Comment l'intégration de la piste sur le gendre sera faite avec les arrêts de bus? Est-ce qu'il y aura des quais évolutifs? Donc, peut-être dans un premier temps, expliquer ce que sont des quais évolutifs, puis ensuite nous dire là, comment va se faire l'intégration sur la rue Legendre. Alex, on vous écoute. Alors, des quais évolutifs, je ne connais pas ce terme, ou alors ça doit sûrement être des quais en béton comme ça a été aménagé sur le REV, c'est-à-dire que l'autobus reste à distance du trottoir, puis il y a comme un quai qui vient en bordure de l'autobus pour pouvoir, pour les personnes à mobilité réduite notamment. Donc, ce n'est pas prévu dans l'aménagement de Legendre pour le moment. Pour le moment, ce sont des relâchements. Donc, il va y avoir du marquage en zigzag jaune pour que l'autobus rejoigne le trottoir pour débarquer ou embarquer les passagers. En fait, la largeur de la rue Legendre nous permet pour l'instant, ou alors on va en travailler dessus pour les prochaines années, mais on va voir comment ça fonctionne cette année déjà. La largeur, pour l'instant, est assez, ne permet pas de mettre des quais pour le moment. Merci. Merci. On a une question de Niraj Patel. Je vous invite à ouvrir votre micro. On vous écoute. J'habite sur la rue de l'Esplanade et maintenant, il faut payer pour le stationnement sur toute la rue. Mais je ne comprends pas pourquoi on doit payer pour le stationnement quand il ne va plus avoir de stationnement. Et aussi, je préfère utiliser ma voiture parce que c'est difficile pour moi d'attendre pour un bus qui ne vient jamais. Alors, je préfère dépenser mon argent sur l'essence à chaque mois qui me coûte beaucoup plus cher que d'attendre pour un bus qui ne vient jamais. Même sur la voie express où il y a seulement des bus, les bus sont en retard. Et j'aime pas ça. Et je dois aller vraiment loin. Alors, je n'ai pas de choix d'utiliser une auto. Et si je pouvais utiliser des bicyclettes, je ne l'utiliserais quand même pas parce que je préfère pas suer et sentir avec mes collègues. C'est pas pratique. C'est pas sanitaire. On est civil, alors il faut faire ce qu'on peut pour pas être confortable avec les autres. Et aujourd'hui, j'étais à la station Guy Concordia et il y avait un gros caca. Alors, j'aime plus utiliser les transports en commun. C'est plus sécuritaire et plus facile d'utiliser une auto. Alors, j'ai besoin de mon stationnement. Merci pour l'intervention, pour votre... puis, au niveau de la question sur le stationnement qui a été posée, Julie Roy, on vous écoute.
Oui, merci pour la question. Je vais répondre à plusieurs choses que vous avez amenées là-bas. D'abord, c'est sûr que pour les infrastructures vélos, il y a de plus en plus disons qu'il y a une culture à développer, il y a de plus en plus d'entreprises, d'universités qui ont des locaux pour prendre une douche quand on arrive, qui ont par exemple des stationnements couverts, qui mettent en place en fait des infrastructures pour faciliter la pratique du vélo. Et je reviens aussi sur le stationnement dont vous parliez. En fait, faut savoir une chose, c'est que le stationnement, en fait, là, il y a une étude du centre du Creux Montréal qui est sortie avant-hier, qui estime le prix d'une case de stationnement à Montréal à 1 250 $ par an. Parce que ça coûte de l'argent à la ville pour entretenir ces places, mais aussi collectivement, ça nous coûte de l'argent. Et donc, les vignettes qui sont accordées aux résidents sont loin de couvrir le prix que coûte une vignette, puisque on est en moyenne, ça varie selon l'auto que vous avez, selon les arrondissements, mais mettons autour de 100 $ par an pour une vignette. Et en fait, ces vignettes-là sont une méthode vraiment très pratique pour les résidents, pour protéger votre stationnement, parce que ça permet, vous, en tant que résident, de pouvoir vous garer proche de chez vous, donc à un prix très, très modique qui est loin de couvrir ce que ça coûterait en réalité. Donc ça permet vraiment c'est gagnant pour vous et pour l'arrondissement, c'est pas une source de revenus qui est majeure vu les tarifs assez réduits qui sont accordés. Merci pour la réponse. Une question sur les personnes à mobilité réduite. En fait, la question elle nous est venue par écrit est la suivante. Que faites-vous pour les personnes à mobilité réduite dont le seul moyen de se déplacer est la voiture? Madame Tullier, on vous écoute. Oui, merci beaucoup. Je pense que comme on l'a dit dès le départ, puis dans ce secteur-là, dans le fond, il y a probablement même plus que 78 % de l'espace qui est dédié à la voiture. Donc, c'est vraiment un secteur où il y a encore une pleine accessibilité à la voiture, que ce soit pour rouler sur toutes les rues et pour se stationner. Par ailleurs, les personnes à mobilité réduite, parce qu'il y a plusieurs types de personnes à mobilité réduite, mais pour les personnes à mobilité réduite qui utilisent ce qu'on appelle les aides à la mobilité ou les petites voiturettes, là, comme on voit souvent, les pistes cyclables sont un endroit extraordinaire parce que vous savez qu'ils ne peuvent pas vraiment rouler sur le trottoir ou en tout cas, ils dérangent vraiment les piétons parce qu'ils prennent toute la place dans le trottoir. Puis dans la rue, ils ne se sentent pas en sécurité avec raison. Donc, pour ces personnes-là, qui sont des personnes en situation de handicap, les pistes cyclables sont extrêmement intéressantes pour améliorer leur mobilité. Par ailleurs, il y a aussi ce qu'on appelle des vignettes là, pour personnes handicapées. Donc, pour les personnes qui ont vraiment un handicap là, qui est reconnu, il y a une possibilité d'avoir des vignettes, d'avoir un endroit spécifique. Et on travaille, par exemple, si ce n'est pas possible sur une rue X, donc par exemple sur le Jaune, il y a des rues adjacentes. Puis ce qui est intéressant aussi, le Jaune étant une rue Est-Ouest, la distance entre les rues adjacentes, donc les rues nord-sud, elle est très, très courte, hein, parce qu'on est tout de suite, dans le fond, sur une rue, contrairement aux tronçons nord-sud qui sont beaucoup plus longs. Donc, il y a tout un travail qui peut et qui va se faire sur les rues adjacentes. Et dans ce cas précis, on travaille sur l'expérience qu'on a des pistes cyclables Prieure-Soriol où justement il y a beaucoup de gens ont utilisé les rues adjacentes pour aller se stationner. Puis il y a aussi toute l'expérience de la rue Villeray, de la piste cyclable Villeray, dans Villeray-Saint-Michel Parc Extension, où ils ont fait des choses intéressantes aussi sur les rues adjacentes. Donc, c'est vraiment notre intention, là, suite à la rencontre de ce soir, de voir où il y a des endroits très spécifiques où on a besoin de faire des interventions ponctuelles, par exemple sur des rues adjacentes, pour faire en sorte d'aller chercher l'ensemble des besoins. Merci. Merci beaucoup pour les précisions. On a une question de Mia van der Eyden. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom à l'oral. Je vous invite à ouvrir votre micro. Voilà, on vous écoute.
Oui, bonjour. En fait, je suis un peu neutre là, par rapport à toute la situation, mais j'ai surtout une question en rapport avec le transport en commun parce que la STM, très récemment, a annoncé justement qu'il y avait une diminution du financement parce que il y avait de la misère. Fait que là, si nous, on veut justement maximiser le transport collectif, la mobilité active, tout le kit, je suis à 100% d'accord. Moi, je marche tous les jours pour aller travailler, mais c'est ça, sauf que s'il y a moins d'argent dans le transport en commun, ben là, ça vient un petit peu en contre tout pour comme, pouvoir investir dans tout ça, puis qu'il y ait de plus en plus de gens, justement, qui puissent se déplacer. Fait que d'où la raison pour laquelle j'imagine que la majorité des gens viennent en voiture puis tout le kit. Fait que là, s'il n'y a pas de financement après ça pour le transport en commun, ben, je veux dire, fait que c'est ça. Fait que je trouve que c'est un petit peu une roue qui a comme pas de fin, là, j'ai l'impression. Du moins, ce que j'ai peur. Là. Fait que voilà. Merci, merci pour votre commentaire. On avait également une... Oui, oh, excusez-moi, allez-y, Madame Tully. Oui, ben merci. Mais c'est sûr que le transport en commun est important dans l'équation. Vous avez raison de le dire. Il y a quelqu'un aussi tout à l'heure qui l'a dit. Le transport en commun, vous savez, la Ville de Montréal n'a jamais investi autant d'argent en total, en dollars, là, dans le transport en commun parce qu'effectivement, nous y croyons et c'est vraiment un domaine dans lequel on doit investir de plus en plus. L'enjeu, vous le savez probablement, c'est au niveau des recettes des usagers, des usagères, qu'il y a moins de revenus à la STM. Et en ce moment, il y a vraiment des négociations entre la Ville de Montréal, mais plus grand parce que c'est l'ARTM qui est aussi au niveau de la CMM. Et il y a des négociations avec le gouvernement du Québec pour que le gouvernement du Québec investisse plus dans le transport de commun et où, puis là, on est vraiment dans l'actualité, Mme Guilbeault, qui était à l'étranger pour aller chercher des nouvelles façons de financer le transport en commun. Je pense qu'on est vraiment aussi rendu là dans notre société. Donc, assurément, le transport en commun doit être mieux financé, doit être bonifié et il faut que les gens le prennent aussi. Puis quand la roue tourne dans le bon sens, bien, il y a de plus en plus de gens qui le prennent, il y a de plus en plus de services parce qu'il y a de plus en plus de gens, puis il y a de plus en plus de services. Et on a une roue vertueuse et on a en sorte d'avoir un très bon système de transport en commun. Puis c'est vraiment ce vers quoi on veut tendre, mais évidemment, ça va peut-être prendre plusieurs années pour y arriver. Merci beaucoup. Il nous reste le temps pour une dernière question. Dans le cadre de cette séance-ci, il y aura évidemment d'autres moments pour continuer la discussion. Mais donc, une question plus spécifiquement sur les bollards qui délimitent les pistes cyclables. Donc, on indique sur la rue Villeray, les bollards qui délimitent les pistes cyclables unidirectionnelles sont préservés pour l'hiver. Est-il possible de tenter un projet pilote au niveau de l'arrondissement d'Annecy-Cartierville? Je pense que c'est Dominique Paquin qui va pouvoir répondre à cette question. On vous écoute. Oui, merci beaucoup. Bien, la raison pour laquelle on souhaite que les bollards soient enlevés pour l'hiver, c'est principalement que lors des opérations de chargement de la neige, ça serait plus compliqué, ce qui ferait en sorte que toute la neige devrait être prise à partir du trottoir et de la piste cyclable et enlevée et transposée directement dans la voie de circulation, si on veut, d'un côté. Puis, admettons, si on peut s'imaginer, je ne sais pas si Alex, tu serais capable de remettre ton graphique là, pour que ça soit plus visuel. Mais sinon, ça ferait en sorte qu'habituellement, la souffleuse, une fois que l'andin de neige est préparé, la souffleuse se met en bordure de trottoir, puis le camion se met à côté dans la voie de circulation. Donc là, ça ferait en sorte ici que la souffleuse, s'il y avait des bollards qui délimiteraient tout le long la piste cyclable, là, la souffleuse elle se ramasserait où est-ce qu'il y a l'autobus. Puis, admettons, le camion de transport de neige, lui, se ramasserait pour rouler dans le même sens que l'autobus où il y a l'auto présentement. Donc, ça ferait en sorte qu'on serait obligé de barrer les tronçons à chaque fois. Puis, pour empêcher la circulation de venir comme face au convoi de chargement de neige. Donc, ça, c'est un petit peu problématique, surtout pour le fait que les tronçons est-ouest, ils sont à chaque
80 mètres. Donc, il y a Esplanade, là, je ne sais pas toutes les rues, là, mais admettons Clark, Saint-Urbain, puis tout ça, c'est à chaque 80 mètres. Donc là, ça prend des équipements pour barrer chaque tronçon à chaque fois, laisser sortir les véhicules qui ont à sortir, laisser entrer les véhicules qui ont à rentrer. Donc, l'opération est très, très compliquée là, dans ces situations-là. Les tronçons dans notre arrondissement à nous, qui serait nord-sud, bien là, si on dit à Sauvé, on barre jusqu'à Soriol, puis après ça, on barre de Soriol jusqu'à Fleury. Bien, ça serait comme un petit peu moins pire, là, selon moi. Ce qui peut nous aider, c'est que le déneigement se fait, les opérations de chargement se font la nuit dans ce secteur-là. Ça devrait demeurer aussi là, dans le futur. Donc, on pourrait explorer cette possibilité-là, mais ça complexifie beaucoup quand même l'opération là, par rapport à la circulation qui peut avoir lieu comme sur la rue Legendre pendant les opérations. Merci pour ces précisions. Donc, il est déjà 20h50. On avait prévu une période jusqu'à 21h pour cette soirée d'information. Merci à tous et à toutes de votre participation, de vos questions. Évidemment, ce n'est pas la fin et je vais afficher à l'écran à l'instant. Il y a encore en fait d'autres opportunités, d'autres occasions pour vous de poursuivre cette discussion-là, de poser vos questions. Donc, Mme Thuillier, Mme Roy le mentionnait un peu plus tôt, il y aura également d'autres discussions qui vont se poursuivre au cours des prochaines semaines. Si vous avez d'autres questions, d'autres commentaires, on vous invite à les transmettre à l'adresse communication au pluriel, barre en bas AC, @montréal.ca, donc l'adresse qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez donc transmettre vos questions, vos commentaires et il y a des gens des équipes en fait qui pourront y répondre. Il y aura également d'autres séances d'information pour d'autres projets de voies cyclables, notamment sur Christophe Colomb le 22 mars et sur Prieure le 29 mars. On vous invite, l'arrondissement en fait partagera l'ensemble des informations et vous y serez cordialement invités. Je vous informe également qu'il y aura un petit questions-réponses qui va reprendre en fait les questions qui nous ont été posées ce soir. Évidemment, on a essayé de répondre au plus grand nombre de questions possibles. Il y en a pour lesquelles on n'a pas eu le temps de répondre. Donc, il y aura un question-réponse qui sera partagé à tous et à toutes sur le site web de l'arrondissement, tout comme l'enregistrement de cette séance d'information. Par ailleurs, avant de passer la parole à Mme Roy pour le mot de la fin, je vous indique simplement que lorsque vous quitterez l'application Zoom, dans quelques minutes, vous serez redirigé vers un petit sondage de satisfaction. Il y a quelques questions, c'est 3 questions en fait pour vous sonder votre appréciation de cette soirée d'information. Également, si vous souhaitez indiquer, si vous souhaitez rester informé des développements dans ce projet-là, vous pourrez nous l'indiquer également. Donc, voilà, je vous remercie encore une fois à tous et toutes de votre participation. Je cède la parole à Mme Roy pour le mot de la fin. Merci Vincent. Merci à tout le monde d'avoir été avec nous ce soir, d'avoir participé de manière respectueuse et constructive. On sait que ce n'est pas facile, on sait que chaque changement est perturbant et on comprend tout à fait que les pistes ne fassent pas l'unanimité. Mais je voudrais qu'on se quitte en se rappelant ceci. On le fait pour les enfants des CPE, des garderies et des écoles, on le fait pour les usagers vulnérables, pour les piétons, les aînés, les personnes à mobilité réduite. Et ces aménagements cyclables et les mesures d'apaisement de la circulation rendent nos rues plus sécuritaires, plus écologiques, plus agréables, plus équitables. Et à l'heure où il y a des gros débats autour de la sécurité dans les rues et dans les écoles, on se rappelle du décès de la petite Maria dans le centre-sud il y a quelques mois, ces aménagements sauvent les vies et améliorent la qualité de vie de tout le monde dans Saint-Simon, dans Youville. Donc, on espère vous retrouver nombreux et nombreuses sur les pistes avec nous dans les prochains mois. Donc, merci d'avoir été avec nous et puis bonne soirée. Merci beaucoup à tous et à toutes. Au revoir.